Et bonjour à tous, vous êtes sur G d'interview. Et si vous êtes un habitué de ce format, mon invité du jour ne devrait pas vous être inconnu, car il était cité presque systématiquement par les auteurs que j'ai accueillis jusqu'ici. C'est un petit peu le philosophe du jeu de rôle français, monsieur Thomas Munier. Salut, non, le philosophe du jeu de rôle, c'est Romaric Briand. Moi, je fais pas de philosophie. Et on va commencer tout de suite. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Ok, salut, messieurs, mesdames, personne non binaire. Donc, moi, je m'appelle Thomas Munier, plus exactement. Et donc, je fais essentiellement de l'auto-édition en jeu de rôle, donc des petites productions artisanales. Je fais ça depuis bientôt 10 ans, là, maintenant. Voilà. Vous pouvez essentiellement retrouver tout ce que je fais sur Outsider, donc blog qui s'appelle outsiderart.blog. Et trouver du jeu de rôle. Généralement, tout est en accès libre, gratuit. Les documents imprimés, c'est à prix coûtant. Enfin, ouais, c'est vite fait, c'est mal fait, mais c'est gratuit, quoi. Et puis, vous allez aussi trouver sur ce blog, il y a aussi ma production romanesque. J'ai tâté un peu de romans, je m'y remets d'ailleurs là. Et puis aussi, il y a eu toute une période. J'ai eu une petite reprise, là, j'en ai ressorti 2-3. Il y a eu beaucoup d'articles sur la créativité, quoi. Du coup, là, ça ne parlait pas uniquement de jeux de rôle, mais de tout ce qui était carrière créative, passion, inspiration, tout ça, quoi. Je mettrai bien sûr le lien dans la description. C'est vrai qu'il y a énormément de choses sur ce blog. Je crois qu'il y a également des photos de toi, enfin des photos que tu as faites. Alors, des photos, ouais. Des photos. Bon, voilà, c'est des photos normales, elles ne sont pas olé olé. Non, enfin, il y a beaucoup. C'est un petit peu. C'est clairement, c'est ton blog. Hein, je pense que c'est vraiment le format où on trouve tout ce que tu fais, tout ce qui t'intéresse. Et Ouais, un petit peu ça. tes réflexions sur différentes choses. Du coup, histoire de rentrer directement dans le vif du sujet, vu qu'on est quand même sur une interview qui est censée parler de jeux de rôle, est-ce que tu te souviens le premier jeu de rôle auquel tu as joué? Alors, si on prend une définition un peu large du jeu de rôle, mon premier jeu de rôle auquel j'ai jamais joué, c'était en tant que joueur. Mon cousin m'avait fait découvrir, quand j'avais autour de 10 ans, m'a fait découvrir HeroQuest. Là, c'était une claque phénoménale, quoi. J'ai tout de suite été immergé dans le truc. Et puis après, si on veut aller vers ce qui est du vrai jeu de rôle, c'est-à-dire moins figurines, moins avec un petit peu plus de roleplay, un peu plus d'histoire, quoi. C'est Advanced Dungeons and Dragons, à mon club jeu de rôle au lycée. Et donc, j'ai fait du coup une partie de ADD, quoi, en tant que joueur. Alors, la création de personnages, elle a duré 1 heure. On a créé des niveaux 1, sauf qu'en fait, il y avait un gars qui jouait avec le MJ depuis X temps. Donc, lui, il était niveau 4. Donc, du coup, on était juste des tanches. À côté de lui, on était misérables. On a fait un donjon. Voilà, j'avoue que j'ai pas du tout eu les paillettes dans les yeux parce que je me disais, tiens, il n'y a pas de plateau, il n'y a pas de figurine, le donjon, le gars, il trace à la main, c'est n'importe quoi, c'est quoi ce truc de Charlot, quoi. Et puis, du coup, je me suis dit, en fait, non, si c'est ça, jeu de rôle, j'aime pas trop, quoi. Et puis, bon, finalement, je me suis remis en prépa, où j'ai découvert l'Appel de Cthulhu, étant un gros fan de Lovecraft à l'époque. Ouais, je savais pas qu'il était raciste. Oui, c'est vrai, si on regarde bien, si on lit bien ses nouvelles, c'est vrai qu'il est raciste. Mais je Oui, m'étais pas rendu compte. alors si on peut se permettre la parenthèse, vers la fin de sa vie, il était beaucoup moins. Oui, c'est vrai, ouais, tout à fait. Mais Ouais, il a voilà. effectivement évolué, c'est vrai. Mais bon, donc Tout ça pour dire que, comme beaucoup de rôlistes, étaient super fan de Lovecraft. Et donc, quand j'ai découvert l'Appel de Cthulhu, ça a été vraiment la passerelle, quoi. Là, je me suis dit, oh, vas-y, on peut faire du Lovecraft, c'est ouf. Et je me suis mis, mais à corps perdu. est-ce que du coup il y a un jeu qui t'a particulièrement marqué où t'as joué un nombre d'heures inavouable et est-ce que c'était l'Appel de Cthulhu? Ouais, alors un jeu dont je suis pas l'auteur, c'est l'Appel de Cthulhu. De toute évidence, j'ai fait une demi-douzaine de campagnes. Enfin, ouais, donc, tu peux me dire une dizaine de campagnes dedans. J'ai fait un nombre incalculable de one-shot. Et mon univers de niveau, au début, j'ai surtout joué avec l'Appel de Cthulhu. Un tout petit peu modifié les règles, quoi, pour adapter. Mais bon, c'était de l'Appel de Cthulhu quand même plutôt classique, quoi.
Après, si la question c'est un de mes jeux, je pense qu'une Florenza, mine de rien, je me demande si j'y ai pas joué encore plus qu'à l'Appel du Cthulhu. Enfin, c'est difficile à comparer, mais j'ai vraiment en binge joué, quoi, parce que j'ai dû faire autour de 300 parties à une Florenza aujourd'hui. Voilà. Sachant que je suppose que ça comprend aussi les parties tests et les choses comme ça. Pas uniquement le jeu vraiment à son état actuel. Donc, oui, après, tu verras en game design, notion de jeu terminé, bon, c'est pas trop ça, quoi. Je veux dire, tu joues, j'y ai joué 30 fois avant de l'éditer, quoi. Et en fait, au moment où je l'édite, je me dis, en fait, il y aurait moyen d'encore bidouiller tout ça. On peut changer les réglages, faire des trucs, des forks. Du coup, j'ai encore joué une 30aine de fois avant de me dire, il faut une deuxième édition. Puis la deuxième édition est un peu calée dans ma tête, mais je continue à y jouer. En fait, un jeu n'est jamais terminé, quoi. Enfin, c'est un sujet qui revient assez régulièrement en tant qu'auteur, donc voilà, sachez-le, si vous voulez faire un jeu, il n'est jamais vraiment terminé. La meilleure façon de le terminer, en tout cas, c'est d'arrêter d'y jouer, quoi. C'est bien dit. Est-ce que du coup, tu es plus un joueur de one-shot ou un joueur de campagne ? One-shot, clairement. J'avoue que je suis un drogué au rythme. Il faut que ça speed. Alors, je ne demande pas qu'il y ait des explosions, tout ça et tout. Enfin, moi, j'aime bien aussi jouer des drames, des tranches de vie, des choses un petit peu posées, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'il y ait du contenu. On avance, tu vois, dans l'intrigue, on voit bien les péripéties qui se détachent, le climax, tout ça. Donc, clairement, one shot. En plus, c'est dû à mes disponibilités personnelles aussi, bien sûr, quoi. Voilà, vous avez entendu, je suis papa, donc c'est pas toujours. Voilà, on peut pas. Maintenant, j'ai 38 ans, je peux pas me. C'est super chaud de me bloquer 4 soirées par semaine pour jouer. Donc, on fait essentiellement du one shot. Et quand c'est campagne, généralement mon chiffre magique, c'est 6 séances, quoi. Ok. Donc, du coup, pour un one-shot, ça doit être une séance systématiquement ou tu t'autorises des gros one-shots qui peuvent quand même s'étendre un peu? Alors, je t'avoue que je suis pas hyper fan. Tu sais, on se connaît le mec qui fait ouais, je fais un petit one-shot, vas-y, ça va durer 3 heures, il n'y a pas de souci. Puis au bout de 3 heures, il te fait en fait, on a fait 30% de mon scénario, donc bon, on va continuer, tout ça. Puis au bout de 3 séances, il te fait c'était quand même cool, on va faire une campagne. Moi, j'avoue que je préfère les engagements clairs, quoi. Donc, si je m'engage pour une soirée, c'est une soirée, quoi. Donc, quitte à cutter par moment, tu vois, et à aller rusher un peu vers le climax, ou alors j'aime beaucoup aussi les fins en cliffhanger, c'est-à-dire que c'est fini, mais parce que c'est l'heure du dernier métro, mais en réalité, il y a pas mal de choses qui sont restées en suspens. Je fais aussi très souvent, quand je démote des jeux à campagne, je joue comme si on faisait un début de campagne. Et en fait, donc du coup, vraiment, en prenant mon temps, en prenant le rythme d'une campagne, mais au bout de nos 3 heures de jeu, on arrête, on plie les gaules. Ces personnages, on les reverra jamais. On a juste vu le début de leur vie. Leur histoire, elle reste à écrire, quoi. Mais c'est parce que ça donne le feeling d'un début de campagne, tu vois. Bon, bref, pour répondre en cours, quoi. Bon, les one-shots, c'est une séance, quoi. Il n'y a pas d'arnaque, c'est pas 3-4 séances, quoi. Est-ce que tu es plutôt personnage pré-tiré ou création de personnage? J'avoue que ça dépend vraiment de la durée de créa, quoi. Si c'est en dessous de la demi-heure, je suis carrément OK pour créer mon perso. Au-delà, c'est pré-tiré, quoi. Je suis pas du tout, je suis pas très. En fait, c'est pas une question que j'aime pas les jeux simulationnistes ou machin, parce qu'à la limite, on pourrait te proposer une création de personnage qui soit super dans le narratif, avec un questionnaire, par exemple, tu as ça dans TDM pour un massacre. On te demande plein d'infos sur ton background, tu fais du world building, tout ça. Mais en fait, tu vois, que ce soit mettre des chiffres les uns à côté des autres ou écrire du background, si ça dure plus d'une demi-heure, généralement, j'ai tendance à me dire ouais, non, moi je suis venu pour jouer, quoi. Donc, j'ai envie qu'on aille direct dans la narration. Bon, après, en tant qu'auteur, je me rends compte que des fois, je propose moi-même des créas de perso qui sont plus longues que la demi-heure. Alors, des fois, on a trouvé des petites astuces. Par exemple, j'avais testé, ça marchait plutôt pas mal, c'était une création de personnage narrative, c'est-à-dire que
En fait, il y a un PNJ qui va te poser des questions, tu vois, et en même temps, tu fais du roleplay, tu ne comptes pas répondre à ces questions, tac, tac, quoi. C'est une sorte d'interrogatoire ou de témoignage ou de serment que tu dois prêter. En même temps que tu prêtes ton serment, tu vas, en fait, en réalité, tu crées ton personnage, quoi. On met les infos sur une feuille pendant que tu les évoques. Ce que j'avais aussi, c'était inspiré d'un épisode de Kaamelott que j'avais bien aimé. Il y a l'épisode de Kaamelott où Arthur regarde une pièce de théâtre. Et puis, en fait, ils le font monter sur scène, tu vois, pour jouer son propre rôle. Et puis, ils font aussi monter le méchant, je ne sais plus comment il s'appelle, bon, bref, le méchant qui est sinistre. Là. Ils le font monter aussi sur scène, et lui, il va jouer un rôle très, très, très flippant. Et donc, en fait, grosso modo, tu te rends compte que la pièce de théâtre, bah, elle raconte sa vie, quoi. Et donc, j'avais fait ça sur une partie de Dragon Poche, où, en fait, au début de la partie, tu as une pièce de théâtre qui est jouée, et en fait, on fait monter les PJ sur scène, et en fait, ils jouent leur propre rôle, donc, du coup, tu as une interaction. En fait, l'idée, c'est que si ça doit durer plus d'une demi-heure, il faut que ce soit ludique, quoi. Il faut qu'en fait, on ait déjà l'impression d'être dans l'histoire, de faire quelque chose, quoi, d'agir, et pas uniquement de remplir une fiche, quoi, et de faire du brainstorm. Est-ce que tu préfères maîtriser ou est-ce que tu préfères jouer? Je dis en réponse entre les deux, je pense que ce que je préfère, c'est être PJ dans un jeu sans MJ, quoi. Parce qu'en fait, tu as le fun de deux, quoi. Tu es à la fois PJ, puis en même temps, tu es ton propre MJ. C'est vraiment un feeling qui est inimitable, quoi. Tu as l'impression d'être dans tous les côtés de l'immersion à la fois, quoi. Après, en tant que PJ, je veux dire que je suis un peu relou. Parce que comme je suis très créatif, quoi, et que je bride pas trop ça, je fais des efforts. Hein. J'ai tendance un peu à bouffer l'écran, hein, ça c'est clair, quoi. J'ai fait plein d'articles pour dire comment on fait, pour donner la parole aux autres, pas trop bouffer l'écran, mais c'est vraiment des articles de repenti, en gros, parce que moi-même, je sais que je suis quelqu'un qui prend beaucoup trop de place à la table. Et donc, en fait, la principale difficulté que je sois PJ ou MJ, c'est un petit peu essayer de brider mes apports, quoi. Parce que, enfin, si tu veux, même un jeu tradi, si je suis PJ, tu vois, moi j'ai des techniques pour faire le boulot du MJ à sa place. Il n'y a pas de souci. Je peux inventer des rumeurs, je peux faire des suggestions ultra lourdes, je peux sortir des éléments de background de mon slip, tout ça. Je peux dire aux autres PJ ce qu'ils doivent faire, tout ça. Enfin, je peux vraiment hacker le jeu sans problème, quoi. Enfin, si c'est un problème en réalité, parce que il y a des MJ débutants ou qui sont très partage, qui vont trouver ça cool. Puis il y en a d'autres qui vont se dire, bah attends mec, tu m'aides pas en fait, hein. Tu m'aides trop, quoi, quelque part. D'ailleurs, je trouve que ça se ressent un peu, ce que tu me dis là, j'ai relu les règles de Dragonfly Motel, où t'as mis justement en avant cette mécanique de devoir se mettre en avant et se retirer pour pouvoir jouer. Est-ce que c'est un petit peu dans cette volonté de réussir toi à te détacher du jeu de temps en temps pour laisser la place aux autres? Ah ouais, il y avait clairement cette problématique dans ce jeu. En plus, c'était à une époque où Eugénie, sur le blog Je ne suis pas MJMé, elle parlait pas mal de ces choses-là aussi. Elle expliquait un concept qu'ils ont en termes d'impro, c'est le banc de touche. En fait, dans un match d'impro, toute l'équipe n'est pas tout le temps sur scène, en fait. Certains acteurs / personnages qui vont être sur scène, et puis les autres, ils sont sur le banc de touche, quoi. Comme au foot, quoi. C'est les remplaçants, tu vois. Et ils attendent avant de venir sur scène. Alors, ce qui est marrant, c'est que contrairement, par exemple, au théâtre où il y a les coulisses, donc tu vois pas les acteurs qui sont en retrait. Là, par contre, le banc de touche, il est visible. Et du coup, c'est marrant d'ailleurs parce que depuis le banc de touche, en fait, tu peux interagir. Ouais. C'est vraiment le côté méta du théâtre d'impro, c'est-à-dire que, genre, par exemple, ils vont siffler une décision de l'arbitre depuis le banc de touche ou ils vont faire des petits gestes. Enfin, il ne faut pas qu'ils en fassent des caisses. Hein. Clairement, c'était le banc de touche, tu n'es pas là pour voler la vedette. Mais tu as ce côté où tu es participant en retrait et puis tu as aussi un rôle de public, c'est-à-dire qu'ils vont eux-mêmes surjouer des réactions par rapport à ce qui se passe sur scène, un petit peu pour chauffer le public, tu vois. Et donc, ça offrait, en fait, cette idée de banc de touche, ça offrait une espèce de troisième rôle intéressant, quoi. Tu avais le rôle de MJ, le rôle de PJ, et le rôle de public, le rôle de la personne qui est là pour faire des commentaires, un peu détaché, tu vois. Et donc, Dragonfly Motel, effectivement, proposait
d'alterner entre ces trois rôles qui étaient MJ, PJ et puis public, quoi. Si tu souffrais d'une terrible malédiction qui ne te permettait de ne jouer plus qu'à un seul jeu de rôle et qui ne serait pas un des tiens, et sachant qu'on ne pourrait jamais en créer d'autres dans le monde, lequel ce serait? Alors, sans aucune hésitation, Donjons et Dragons première édition. Bah, plus exactement, je veux dire que je ne joue pas vraiment un DD1, même si je dis toujours DD1 pour simplifier. Je joue plutôt à Sword and Wizardry, donc de Matt Finch, qui est, à mon sens, le bouquin qui restitue au mieux les règles de DD1, puis qui explique au mieux comment s'en servir. Je pense que c'est un des meilleurs rétro-clones, enfin à mes yeux c'est le meilleur, quoi, en tout cas, de Donjons et Dragons. Et alors pourquoi Donjons et Dragons 1? Parce qu'en fait, tu peux tout faire, quoi. Alors, tu peux tout faire. Disons que comme le jeu, tu vois, était quand même assez simpliste au départ. T'as pas de compétences, t'as juste trois classes de perso. Ta liste de sorts, elle est maigre comme un jour sans pain. Enfin voilà. C'est vraiment une espèce de matière brute qu'on peut modeler. Et donc je me suis beaucoup amusé avec DD1. J'ai fait par exemple, j'avais fait une campagne avec des préados où en fait ils jouaient des aventuriers de fantasy qui avaient été capturés en fait par une agence gouvernementale, et ils leur filaient des missions à faire en fait un peu partout dans l'espace et dans le temps, quoi. Donc en fait je leur faisais des situations à la con, genre il y avait un scénar à la X-Files où ils allaient enquêter dans un vieux motel avec des trucs bizarres. Il y avait un scénar à la Aliens où ils étaient dans un vaisseau spatial avec des aliens. Il y avait un petit peu de Medfan, il y avait un scénar d'horreur où ils étaient dans une ville au moment du rassemblement annuel des serial killers des États-Unis d'Amérique. Enfin bref. Et j'ai fait aussi, alors pas avec la même équipe, j'ai fait aussi une partie, il y a le compte rendu de partie qu'on peut trouver sur mon blog, de Donjons et Dragons drama en fait. C'est-à-dire que grosso modo, on jouait une famille dysfonctionnelle au moment de Noël, donc de nos jours, quoi, hein. Et puis, ça commence surtout avec vraiment des engueulades de famille, tout le monde a des noirs secrets, tout ça, machin. Bon, au bout d'un moment, il y a un petit peu il y a des monstres qui arrivent, mais en fait, les monstres, tu peux pas vraiment les gérer par la baston, en fait. C'est des monstres que tu peux t'en débarrasser en assumant ta part sombre, en reconnaissant que tu as des regrets, en demandant pardon, des choses comme ça, quoi. Mais bon, évidemment, comme les PJ n'ont pas compris ça, ils ont essayé de fuir ou de les combattre, ça s'est mal goupillé. Et en fait, le système de baston ne servait uniquement à sous-entendre qu'il y avait peut-être moyen que au sein de cette petite famille, on allait se battre. Et donc, du coup, dans la villa familiale où il y avait la séance de Noël, je manquais pas de décrire qu'il y avait un fusil de chasse accroché au mur, il y avait un sabre de cavalerie accroché à un autre mur, et puis tous les outils à la cuisine sont bien tranchants, tout ça. Et donc, ça n'a pas loupé, hein, d'ailleurs, il y a eu un petit peu de baston. Voilà, donc DD1, quoi. Mais après, tu peux prendre n'importe quel jeu et tout jouer, quoi. Je veux dire, il suffit d'être un petit peu malin en termes de comment tu shifts l'univers, tu remplaces l'univers du jeu par un autre, puis comment tu bidouilles les mécaniques. Voilà, DD1, il est facile parce que c'est une patte brute, mais j'aurais pu prendre n'importe quoi d'autre. J'aurais pu dire Pathfinder, puis je prends Pathfinder et puis je bidouille, quoi. Quel jeu tu conseillerais pour débuter dans le jeu de rôle? J'ai le droit de dire DD1 Tu as le droit de dire DD1, ça me va. On va dire que tu en as déjà pas mal fait l'éloge, donc on sait même pourquoi. Non. Bon, alors, on va être un peu sérieux 5 minutes. Enfin, DD1, si, c'est quand même très très bien. Enfin, Sword and Wizardry, parce que DD1, c'est horrible. En fait, je me suis avant, j'étais dans l'associatif et on avait ce serpent de mer, c'était l'initiation au jeu de rôle. Vas-y, comment on fait découvrir le jeu de rôle, comment on fait découvrir aux gens que c'est trop bien et tout. Et puis, on n'y arrivait pas, quoi. Franchement, on galérait, enfin, on essayait plein de trucs. Et en fait, là, il y a pas longtemps est arrivé un truc qui, à mon avis, va vraiment changer la donne. C'est For the Queen de Alex Roberts. Donc pour la reine, qui est un jeu, c'est juste, t'as un petit paquet de cartes. Les premières cartes, c'est la règle du jeu. Donc on l'a dit en commun, ça prend 5 minutes. Et puis ensuite, le jeu, c'est juste des questions qu'on se pose. Ça marche vraiment de ouf, quoi. Alors après, entre guillemets, l'épistrophe, pourrait me dire, ah oui, mais c'est pas du jeu de rôle, tout ça.
C'en est si on essaie, si on y Et met un petit peu du sien, hein, tout simplement. Mais non, ça marche très très bien les jeux oui, Force of Drama. ouais, ouais, Pour ça. puis en fait, de toute façon, si, alors la clé quand tu veux faire découvrir le jeu de rôle, c'est que tu peux pas faire découvrir le jeu de rôle avec un grand le, tu peux faire découvrir un aspect, tu vois. Tu peux pas, tu peux pas avoir tout en même temps, montrer un super univers, des règles super complexes, de la gentilité, mais en même temps une histoire qui est fournie par le jeu, tout ça, machin. Enfin, si je te fais une initiation à DD1, il va aussi y avoir énormément de manques. Donc oui, Force the Queen a clairement des manques, mais c'est sa force en réalité, puisque du coup, on est sur une accessibilité mais maximale, quoi. C'est-à-dire que, en fait, l'initiation en Force the Queen, c'est facile au point que t'as même pas besoin d'être à la table. Tu files le deck de cartes au groupe, tu dis, ah ouais, vous voulez découvrir le jeu de rôle, tac, bah, vous prenez le deck de cartes, vous faites ça. Après, si à un moment vous en avez marre, que vous êtes allé au bout et que vous avez envie de découvrir ce qu'il y a d'autre, ben ouais, bah, pas de souci, on va essayer d'autres choses, on va essayer d'autres jeux, d'autres façons de jouer et tout, quoi. Mais c'est sa simplicité même, sa rusticité qui fait que c'est pour moi, c'est le graal de l'initiation, c'est le jeu qu'a mis fin au débat sur comment il fallait faire pour initier. Quelle est la meilleure chose, et donc j'en veux une seule, à propos du jeu de rôle? La meilleure chose La meilleure du jeu de chose. rôle, La seule et l'unique. La meilleure. Donc ça veut dire que tout le reste est moins bien. Même si c'est un tout petit peu moins ouais, bien. bah, je vais te dire un truc super bateau, mais c'est que c'est pas réel, quoi. Enfin, je trouve que en matière d'évasion, de sortir de son quotidien, tiens, même quand tu fais des trucs sérieux, enfin, moi, je fais vraiment de GNH fine, de trucs avec des enfants volés, ou où on pleure, où on enterre son papy, enfin, tu vois, même les trucs les plus géniaux possibles, où tu joues des cancéreux en stade terminal, ça reste l'immersion dans un ailleurs, quoi. Il y a un moment où tu arrêtes d'être Roger ou Martine qui pointe à Pôle emploi et tu penses pas que faut que tu fasses la vaisselle ou que tu payes tes impôts. Mais tu es totalement, totalement ailleurs. Mais alors, c'est quand même mieux que le cinéma parce que parce que t'es ailleurs, mais t'es quand même avec tes amis ou avec, enfin, t'es dans une occasion sociale. Et puis t'as le côté où c'est vraiment quelque chose qui t'appartient. C'est-à-dire qu'en même temps, tu crées, en même temps, c'est toi qui le vis. T'es pas témoin de l'histoire d'un autre. C'est ton histoire. Donc c'est cette espèce de bon, d'intersection entre ailleurs et ici, entre toi et l'autre. Cette espèce de mélange parfait qui fait que le jeu de rôle, c'est juste un kiff que rien ne peut égaler, quoi. À part la drogue, hein, bien sûr. Enfin, si vous avez de la drogue, c'est mieux. Sur ces incroyables mots et sur cette profonde réalité, on va s'intéresser un peu plus à ton parcours en tant qu'auteur. Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer des jeux de rôle? Je pense que juste parce que je suis un imitateur, en fait. J'ai toujours adoré imiter ce que les gens de mon entourage faisaient. Et j'ai une très, très mauvaise habitude, en plus, c'est que quand je commence à imiter quelqu'un, je vais beaucoup plus à fond que lui, quoi. Jusqu'à ce que qu'on me trouve relou, quoi. J'ai une petite anecdote comme ça. C'est quand j'étais en primaire, il y avait un copain qui dessinait des deux chevaux. C'était son truc. Il dessinait des deux chevaux. Donc, il y avait des deux chevaux qui étaient des deux chevaux normales, puis il y avait des deux chevaux camions, des deux chevaux avions, il y avait deux chevaux vaisseau spatial, tout ça. Et en fait, je trouvais ça cool. Et du coup, je me suis mis à dessiner des deux chevaux. Et en fait, rapidement, j'en ai dessiné mais 5 fois plus que lui, quoi. Et donc, au début, je pense qu'il a trouvé sympa que j'ai dessiné des deux chevaux. Et au bout d'un moment, il a juste trouvé que j'étais un gros lourd, quoi. Et donc, au début, le jeu de rôle, c'était vraiment juste un loisir. Donc, j'écrivais mes campagnes, une partie pour moi, et ça sortait pas du cercle de jeu. En fait, c'est à force c'est Internet, quoi. À force d'aller sur Internet, et puis de voir des gens créer, faire leur kiff, tout ça. En plus, avec les années 2010, tu vois, je pense qu'il y a vraiment une automédiatisation des auteurs, tu vois. Par exemple, je pense une grosse influence, hein, clairement, c'est Johan Scipion, hein, puisque finalement, le premier jeu de rôle que j'ai écrit, c'est juste un supplément pour Sombre, hein.
Et donc, il expliquait super sa démarche. Enfin, il tenait des journaux de bord de ce qu'il faisait en convention. Vas-y, je vais en convention. Voilà comment il est mon stand et tout. Et voilà comment j'imagine mon jeu. Qu'est-ce qui se passe en test. Pourquoi je réécris, tout ça, machin. Quels sont mes rapports aux joueurs, mes rapports au jeu, tout ça, machin. Enfin, il décortiquait. À la même époque, il y avait la cellule. Et puis bon, l'autre déclencheur, ça a été les conventions. Parce qu'en convention, j'ai rencontré ces gars-là. J'ai rencontré Joël Scipion. J'ai rencontré Romary Briand, de la cellule, tout ça. Et puis, du coup, le côté pas de personnalité a pris le dessus, quoi. Je les ai vus s'éclater à faire ça, et donc j'ai voulu faire la même chose, quoi, tout simplement, quoi. Ton premier jeu de rôle, ça a vraiment été... c'est le hack de Sombre où tu as introduit Milvo. Oh, il y a eu autre chose avant qui n'a pas été... qui est inconnu du public ou qui n'est pas allé jusqu'au bout? Alors, il y a un jeu de rôle qui est inconnu du public. Enfin, j'ai sorti une version brouillon dans un fichier zip, mais alors c'est totalement dégueulasse, quoi. Ça s'appelle Les Épines de la Rose. Ça se passait déjà dans l'univers de Milvaux, et en fait, c'était une sorte de l'appel de Cthulhu, mais tu sais, très, très, très surgonflé. Ça ressemblait un peu plus à Anima qu'à l'appel de Cthulhu au final. Donc, il y avait beaucoup de bastons. Tous les personnages avaient des pouvoirs psy, machin. Voilà, bon, c'est un truc que je finaliserai un jour parce qu'il ne manque pas grand-chose, quoi, hein. À part que, bon, c'est surtout ce qu'il y a surtout décrit, c'est comment créer un personnage, et puis toutes les passes d'escrime, les pouvoirs psy, machin, comment gérer une baston. Il y a juste 0 scénario, par contre, ce qui est un peu pas top. Donc, je pense que si je le publierai, je donnerai une petite méthode à comment on improvise ou comment on scénarise dans le jeu. Je suis pas sûr que j'écrirai des scénarios, par contre. Et après, il y a eu Sombre. Bon, c'est pas, du coup, mon supplément, Niveau Sombre, c'est pas vraiment un jeu de rôle, c'est un supplément. C'est-à-dire que il utilise un jeu de rôle existant qui est Sombre, et je dis, voilà comment je m'en sers dans l'univers de Milvaux, voici mes scénarios, mes méthodes et tout. Donc, le premier jeu de rôle que je crée, c'est une Forenza, et le premier jeu de rôle que je publie, parce que ça n'a pas été une Forenza, parce que l'écriture était un peu longue, ça a été S'échapper des faubourgs, qui est pas dans l'univers de Milvaux, qui est un jeu d'horreur qui est très hybride entre jeu de rôle et jeu de plateau. Et du coup, on retrouve ton influence HeroQuest. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est un HeroQuest très narratif pour le coup, mais franchement, c'est pas mal ça, hein, parce que c'est de l'horreur contemporaine, cauchemardesque, mais il y a vraiment un côté de dungeon crawl, puisqu'il y a des monstres dans la ville qui sont les incarnations en fait de nos traumas. Et en fait, on doit les trouver dans la ville, on doit les slasher pour récupérer les objets totémiques qu'ils ont sur eux, et pareil, qui sont liés à nos traumas, évidemment. Et on doit essayer de se frayer un chemin jusqu'à la sortie du cauchemar, sachant que tout le monde veut faire la même chose. Mais le problème, c'est que... putain, j'ai des mains énormes. Le problème, c'est que... en fait, il n'y a qu'une sortie. Donc, ça va être... Au début, on est censé être des amis, tu vois. Mais comme il n'y a qu'une seule sortie et donc une seule personne pourra passer, ça tourne un petit peu à la boucherie entre proches, quoi. Je suis passé à côté, mais du coup, maintenant tu as piqué ma curiosité, j'ai jeté un coup d'œil. Vu que je suppose que c'est disponible sur ton blog. Ouais, c'est sur mon blog, tout à fait. Joli. Ouais, alors la caméra met tout en vert. Bon, voilà. C'est le jeu, c'est S'échapper des faubourgs. Je te montre tout vite fait juste le plateau. Vas-y, profite. On a un plateau là comme ça. Donc en fait, c'est les différentes zones de la ville, quoi. Et elles sont pas décrites en fait. Il y a juste en fait un peu des symboles qui donnent une idée générale. Et en fait, c'est aux joueuses de les décrire, et en fait, elles décrivent la ville en fonction de leur trauma. Et en réalité, ça va vraiment. Les mécaniques de base, c'est comme un jeu de plateau, mais en fait, les descriptions des joueuses vont énormément driver tes actions, et tu vas être amené des fois à faire des actions qui sont sous-optimales parce que le roleplay fait que tu peux pas faire la meilleure action possible. Genre, tu peux pas gagner le jeu alors qu'en fait, tu auras envie que ce soit ton petit frère qui, à ton avis, c'est lui qui mérite de vivre et pas toi. Donc, du coup, tu vas le laisser gagner, alors que si tu jouais plata à la fond, tu ne le laisserais pas, quoi. Et puis donc, la fiche de personnage est très particulière aussi. On a une espèce que j'appelle une rose des vents. Donc, c'est un petit truc que tu découpes comme ça. Et en fait, tu peux faire, t'as un certain nombre d'actions qui sont limitées que tu peux faire pendant ton tour. Et en fait, quand tu les fais, tu replies.
Et donc, pour pouvoir refaire l'action à nouveau, il va falloir que tu perdes du temps à te reposer, quoi. On a pas mal parlé de... Déjà évoqué Milvaux en tout cas. Donc Milvaux, c'est l'univers que tu as... C'est un univers que tu as créé, que tu utilises dans beaucoup de tes jeux, même si ce n'est pas dans tous. Et qu'on a pu également voir adapté par d'autres auteurs. Hein. Je pense notamment Batro qui a une version de Mantra Milvaux. Je pense à Simon Lee qui a une version de Terre de Sang Milvaux. Il y en a peut-être d'autres, j'avoue que je ne les connais pas toutes. Donc est-ce que tu pourrais nous parler un peu de Milvaux ? Il y en a une vingtaine d'autres par d'autres. C'est ce que je peux... Enfin, je sais que c'est un univers qui est prisé dans la communauté française. Milvaux Mantra, en fait, c'est de moi. C'était une commande de Batro, donc c'est moi qui ai fait le crossover. Mais après, dans le livre de base de Mantra, et puis dans certains de ses bouquins, il y a des petites références à Milvaux. Par contre, Batro, en tant qu'éditeur, il a fait un gros travail relatif à Milvaux dans la traduction de Colonial Gothic, puisque, j'en parle souvent parce que c'est assez représentatif. Dans Colonial Gothic, c'est un jeu américain qui se passe pendant l'époque coloniale. Et en fait, l'antagonisme principal dans la version américaine de Colonial Gothic, c'est le mythe de Cthulhu. Et en fait, Batro, quand il a traduit Colonial Gothic, il a fait 2 opérations de relocalisation qui sont quand même assez importantes. Premièrement, c'est qu'il a déplacé l'action des États-Unis d'Amérique vers le Québec. Ça change quand même beaucoup la donne. Et puis aussi, ce qu'il a fait, c'est que l'antagonisme principal, il a dégagé le mythe de Cthulhu, il a remplacé ça par Milvaux, quoi. Donc c'est intéressant, comme c'est vraiment un cas d'école en matière d'adaptation, quoi. C'est quoi l'univers de Milvaux? Donc c'est un univers qui existe au moins à ma table depuis 2006, donc ça fait 14 ans. Voilà. Voilà, je suis vieux. Donc, grosso modo, ça se passe la plupart du temps, mais en fait, on verra que ça peut clairement être décalé dans d'autres contextes. Ça se passe la plupart du temps sur notre monde, dans le futur. En fait, il y a 6 fléaux. Le premier, c'est la ruine, en fait. Le monde tombe en ruine. Le deuxième, c'est la forêt. La forêt a tout envahi et continue à s'étendre. Le troisième, c'est l'oubli. En fait, les gens perdent la mémoire et ça, c'est la cause de nombreux drames, de situations de manque et de quiproquos misérables. Ensuite, on a l'emprise. L'emprise, en fait, c'est une force mutagène, invisible, qui transforme les êtres et les choses. Donc, il va y avoir une confusion entre le règne animal, végétal, minéral, voilà, qui vont se transformer les uns en les autres, quoi. On a également l'égrégore. L'égrégore, c'est également une force invisible. Plus exactement, c'est une sorte de conglomérat de nos peurs, de nos croyances, de nos superstitions, de nos émotions, qui va provoquer des événements surnaturels. Donc, s'il y a tout un tas de gens qui pensent que la maison d'à côté est hantée, eh bien, effectivement, il va y avoir des poltergeists dans la maison, les murs vont se couvrir de sang, on va entendre des bruits. S'il y a des gens qui pensent qu'il y a un ogre qui habite dans la forêt, peut-être qu'un des habitants de la forêt, genre un bûcheron, va se transformer en ogre à cause de la rumeur, tu vois, ou peut-être l'ogre va apparaître comme ça, ex nihilo, quoi. Et le 6e fléau, ce sont les Horlas. En fait, les Horlas représentent... donc, il y a la nature, dont on est censé faire partie, mais il y a la surnature, donc tout ce qui n'est pas explicable, tout ça. Il y a la hors-nature, dont font partie les Horlas, qui en fait sont des créatures qui sont ni humaines, ni animales, ni végétales, et qui sont a priori le fruit de l'emprise et de l'égrégore. Il y en a de toutes sortes. Certaines qui seraient plutôt le fruit de l'égrégore sont un peu des incarnations de nos peurs, et d'autres qui seraient plutôt le fruit de l'emprise sont plutôt des espèces émergentes, tu vois, une sorte d'extraterrestres, mais qui seraient apparus chez nous, tu vois, des nouvelles espèces, tout simplement, qui vont se développer, qui ont un fonctionnement totalement différent du nôtre. Et la plupart du temps, on va assimiler ça à des monstres. Après, dans les faits, on va se rendre compte que certains Horlas ne sont pas forcément malfaisants, ils incarnent l'autre. Vous trouvez beaucoup d'influence dans cet univers, ne serait-ce que... il me semble qu'on a Shub-Niggurath qui fait référence à Lovecraft, on a les Horlas qui font, je suppose, référence à Maupassant. Maupassant, ouais.
Et pas mal de trucs. Donc on a vraiment l'impression que tu avais fait un gros melting pot de tout ce qui te plaisait et pour en faire un univers plutôt cohérent. J'ai l'impression aussi que tu es quelqu'un qui apprécie bien les bois et les choses comme ça. Oui, bah en fait, j'ai grandi dans les Vosges, donc c'est plutôt forestier. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui ça m'attire et ça me repousse en même temps, tu vois, parce que c'est quand même, si tu veux, une forêt, en fait, c'est quelque chose qui est bâti sur de la putréfaction, en fait. C'est quelque chose qui n'est pas le domaine de l'homme. Je sais pas comment dire. Je trouve aussi que la forêt, si tu veux, aujourd'hui, c'est quelque chose par rapport auquel on a beaucoup de culpabilité. Parce qu'en fait, la destruction de la forêt, c'est l'incarnation la plus visible et sans doute une des plus dangereuses, eh bien de la destruction qu'on opère sur l'environnement. Je pense qu'on a tous en tête les incendies en Australie, en Amazonie ou en Sibérie, quoi. Et donc la forêt qui recule toujours plus, quoi, avec les conséquences que l'on sait sur la biodiversité, sur le réchauffement climatique, hein, puisque les forêts ont quand même un rôle important de températion du climat. Et puis je crois qu'aussi la destruction de la forêt, ça montre peut-être un déracinement volontaire et en même temps, enfin, entre guillemets, incontrôlé. Un déracinement, si tu veux, par rapport à là d'où on vient, quoi. La forêt, c'est le territoire primal, quoi. Et on est en train de se déraciner de nos origines. Donc, si tu veux, Milvaux, c'est un peu le mythe du retour aux origines, mais clairement, c'est pas totalement feel good du tout, quoi, hein. Puisque bon, les origines, c'est aussi le fait de redevenir juste un maillon de la chaîne alimentaire, de retourner avec les animaux dans ce qu'il faut bien appeler être un règne de terreur, quoi, hein. Les animaux qui sont soumis, voilà, qui sont juste des maillons de la chaîne alimentaire, leur vie au quotidien, c'est la peur, quoi, la peur de se faire manger par plus gros ou par plus malin qu'eux, quoi. C'est vachement bien illustré dans le attention aux références. Dans le Marsupilami, il y a pas mal de planches où on voit comme ça manger ou être mangé, et puis tu vois une grenouille, tu vois une libellule, et puis elle se fait bouffer par une grenouille, se fait bouffer par un crocodile, qui se fait bouffer par je sais plus quoi, enfin, puis au final, on se fait bouffer par les piranhas. Donc, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose à explorer qui est sans fin. Et en fait, la chance que j'ai eue, parce que c'était totalement involontaire, c'est que d'avoir choisi cet axe de la forêt, en fait, ça personnifie énormément un univers. C'est vrai que ça lui donne un cachet vraiment important. Ça permet de le résumer voilà, en un mot, quoi. Alors après, c'est pas l'originalité à tout prix, hein, parce que des jeux de rôle forestiers, tu vas en trouver des tas. J'en ai testé moi-même beaucoup. J'ai une petite rubrique qui s'appelle Système Milvaux, où en fait j'ai essayé divers jeux forestiers, par exemple Summerland, qui est vachement bien, post-apo forestier, que j'ai testé un petit peu avec le regard du créateur de Milvaux, tu vois, pour je décortique un petit peu ce que j'en pense, tout ça. J'ai le sentiment que t'aimes bien du coup tout ce qui va être jeux d'horreur et peut-être jeux qui vont être axés justement sur les sensations et les ressentis que vont avoir les joueurs ou leurs personnages. Ouais, au départ, clairement, si tu veux, Milvaux, c'était fait pour le jeu d'horreur, donc j'y ai fait essentiellement de l'horreur. Enfin, le fait que le premier texte de jeu diffusé, ça a été Milvaux sombre. Enfin, c'est pas innocent du tout, hein. Et puis j'ai fait d'autres jeux Milvaux qui sont très axés horreur, par exemple l'empreinte. Dans l'empreinte, en fait, on affronte une menace qui nous dépasse, qu'on ne pourra pas vaincre. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est sauver les meubles, sauver les choses ou les personnes qui nous sont le plus chères, ou à minima essayer de sauver sa propre couenne, quoi. On ne pourra pas révoquer la créature qui est apparue, on ne pourra pas soigner la maladie, on ne pourra pas empêcher une malédiction de se répandre. Ça, c'est pas possible, ce sera au-dessus de nos forces. Il y a s'échapper. J'ai fait aussi pas mal d'horreur, effectivement, hors de Milvaux, parce qu'il y a s'échapper des faubourgs dont on a parlé. Le témoignage, qui est un mini-jeu pour lequel j'ai une affection particulière,
où tu joues des personnes qui sont confrontées à un phénomène qui les dépasse. Donc, tu peux faire, donc, t'es pas obligé de faire de l'horreur, mais enfin, il y a, entre guillemets, un des 3 axes du jeu, c'est l'horreur, quoi. Et donc là, quand tu joues ça, bah, c'est pareil, tu vas affronter quelque chose qui, de toute façon, est plus fort que toi. Et du coup, on quitte l'impératif, si tu veux, d'essayer de gagner le scénario, d'essayer de faire quelque chose contre la menace. On est plutôt dans le vécu de la chose, quoi. Comment ça impacte nos personnages, comment ça les transforme, comment ils réagissent. On s'intéresse plutôt à ça plutôt que de comment est-ce qu'ils vont essayer de courir assez vite. Voilà. Et puis le dernier jeu d'horreur, je pense, qui mérite peut-être d'être cité, c'est Psychomeurtre. Donc c'est un jeu où on joue les meilleurs des serial killers contre. Donc je me gourre à chaque fois, ça doit être. Mais je pense que c'est pas innocent. On joue les meilleurs des profilers contre les pires des serial killers. Donc c'est inspiré de la série télé Esprit criminel. Donc, on joue des profilers, mais vraiment très très compétents ou compétentes, quoi, et qui vont être confrontés par contre à des serial killers extrêmement entraînés, quasiment invisibles, implacables, et qui tuent sans s'arrêter. Et donc on est obligé d'enquêter en mode speedrun pour essayer de les choper avant qu'ils commettent trop de crimes, quoi. Avec la tentation à la fin de alors c'est un jeu qui s'appesantit beaucoup sur l'horreur humaine que ça représente et qui est, enfin, entre guillemets, on n'est vraiment pas avare de détails gore ou choquants, et bien sûr sur leurs actes, avec en question finale, en tant qu'enquêteur, quand tu auras mis la main sur ces odieux personnages, est-ce que tu vas te contenter de leur mettre les menottes pour qu'ils passent 10 ans en asile psychiatrique, ou est-ce que, tu vois, bon, un bang-bang, c'est vite parti, puis bon, c'était de la légitime défense, quoi. Bon, j'ai pas fait exprès, puis dans mon rapport, j'écrirai les choses bien pour que je sois un héros, quoi. Mais, ceci dit, je me limite vraiment pas à l'horreur. D'ailleurs, c'est problème. C'est vrai qu'on voit souvent l'horreur dans ce que je fais, et du coup, il y a des gens qui osent pas trop aller vers Milvaux en se disant ça va être super glauque, tout ça, machin. Mon personnage, il va survivre 1 heure et demie. Non, ça me fait pas envie. Alors en plus, après la publication de C'est la Cante, qui est un jeu Milvaux où on joue des cauchemars qui sont liés à nos traumas personnels. Donc c'est la Cante particulièrement jusqu'au boutiste. Je pense que c'est un petit peu, si tu veux, renforcer une image caricaturale de Thomas Munier égale horreur égale cracra, enfin tu vois. Donc je tiens à préciser quand même que j'ai essayé vraiment de m'intéresser à d'autres genres, avec succès ou pas, ce sera au public d'en décider, quoi. Mais il y a certains de mes jeux qui sont beaucoup plus dans le care, ou tout simplement dans l'exploration d'autres choses que l'horreur, quoi. Ça peut être les drames humains, par exemple, dans le GN Les Cendres, ça peut être l'exploration de soi dans le jeu Marche-Branche. Influenza, j'ai envie de dire, l'horreur, c'est juste un petit vernis. Influenza, c'est vraiment un jeu de super-héros, quoi. D'ailleurs, dans les choses très différentes que tu as pu faire, il me semble que tu as fait un jeu tiré d'une cérémonie hawaïenne qui est beaucoup plus feel good, par contre. Alors, c'est moitié jeu Ashwin, moitié jeu feel good, parce que grosso modo, c'est effectivement inspiré d'un rituel de guérison polynésien, qui s'appelle Ho'oponopono. Et donc, ça part du principe que au sein d'une famille, il y a une maladie. Et après, le guérisseur, lui, il va pas chercher à savoir c'est toi qui es malade, c'est toi qui as des symptômes, ou c'est toi, ou c'est toi. Il faut guérir la famille dans son ensemble, tu vois. C'est un truc qu'il faut guérir en globalité. Donc, en fait, on va réunir les membres de la famille. Et en fait, on va s'échanger une série de phrases rituelles. La première, c'est je t'aime parce que donc, tu parles à un des membres de ta famille, tu lui dis que tu l'aimes et tu expliques pourquoi. Enfin, c'est des personnes, on joue des personnages, hein, je précise quand même dans Ho'oponopono, c'est important, ça reste du jeu de rôle, c'est fictionnel, quoi. Ensuite, la deuxième phrase, c'est je suis désolé parce que, donc tu dis pourquoi tu es désolé à quelqu'un d'autre. Ensuite, c'est je te remercie pour telle chose, quoi. Et la dernière phrase, qui est souvent la plus dure, c'est je te demande pardon pour un truc que j'ai fait, quoi, et qui t'a fait du mal, quoi.
Et en fait, si tu veux, au début de la partie où on définit vite fait le BG des persos, mais en fait, c'est vraiment ce rituel qui va faire émaner en fait ce qui s'est vraiment passé au sein de la famille, quel est le ressenti de tout le monde et tout. Donc, ça fait un peu mal. Enfin, moi, quand je joue, clairement, j'ai les larmes à l'œil. Hein. Ça pique un peu. Hein. Mais en même temps, à la fin, tu as vraiment une sensation, tu te dis, bon, nos vies à nous, dans la vraie vie, elles restent dysfonctionnelles. On se dit pas tout, on dit pas toujours assez je t'aime à nos proches, ou ces choses comme ça. Mais au moins, entre guillemets, ces personnages fictionnels, on les a peut-être aidés à guérir un peu et à avancer, quoi. Et donc là, on n'est définitivement pas dans l'horreur, hein, mais on est encore une fois dans le sentiment, et c'est quand même quelque chose qu'on ressent assez régulièrement dans ce que tu fais. D'ailleurs, on t'a mis pas mal de codes de mise en de sécurité émotionnelle dans pas mal de tes jeux. Donc, Oui. est-ce que c'est dû peut-être à des expériences, quelque chose? Enfin, pourquoi tu as ressenti ce besoin de mettre en place tous ces codes de sécurité émotionnelle? Il y a sûrement un effet de communauté. Hein, je veux dire, moi, je passe surtout, j'ai beaucoup sur le Discord des cours alternatifs, notamment. Avant, c'était les ateliers imaginaires. Et c'est des communautés, si tu veux, jeux de rôle, entre guillemets, indépendant, slash de gauche, slash progressiste, hein, tout ce que tu veux, quoi. La question de la sécurité émotionnelle était très présente. Et en fait, si tu veux, elle pose une question plus globale. C'est Axel Cazeneuve qui met ça pas mal en exergue. C'est en fait, dans la vie de tous les jours, est-ce qu'on fait vraiment gaffe les uns aux autres? En fait, s'il y a des problèmes de sécurité en jeu de rôle, c'est tout simplement parce que dans la vie de tous les jours, tu vois, on fait pas très attention les uns aux autres, quoi. Et donc, quand tu fais du jeu de rôle, des fois, tu penses un peu surtout à ta gueule. Donc tu vas te faire plaisir en balançant des descriptions bien trash et tout. Peut-être que toi, ça va te faire une catharsis et tout, que ça va te faire du bien. Mais après, en face, si la personne, ça réveille un traumatisme chez elle, tout simplement, ça la met mal à l'aise, ou qu'elle trouve pas ça ludique, tant pis pour elle, quoi. C'est juste un ou une fragile, et puis il a qu'à il a qu'à encaisser sans rien dire. De toute façon, tu vas pas nous embêter avec tes questions émotionnelles. L'important, c'est de s'amuser. Enfin, tu vois un petit peu le discours. Tout à fait. Donc, bon, voilà. Donc, disons que moi, j'ai été un petit peu sensibilisé à ces questions-là, tout simplement parce que je pense que c'est important, tout simplement, pour mon petit cœur fragile, hein, c'est important qu'on prenne soin les uns des autres, qu'on ait des techniques, en fait, de conversation, d'empathie, qui permettent de s'assurer que, en fait, notre sujet de conversation n'est pas gênant pour l'autre, quoi. Et ça, c'est même quelque chose que tu vas utiliser dans la vie de tous les jours. C'est le deuxième constat que fait Axel Cazeneuve. Elle disait, mais en fait, je vois toutes les techniques de sécurité émotionnelle qu'on a développées pour le GN, pour le jeu de rôle, et qu'on utilise de façon très régulière, quoi. Elle disait, mais si dans la vie, il y avait ces techniques-là, le monde, il serait complètement différent, quoi. Donc, et c'est ça qui est intéressant, c'est après de voir effectivement entre guillemets la compassion, le faire gaffe aux autres et tout. Genre, faire gaffe, ça peut être y compris pour accompagner l'autre vers une expérience expiatoire, cathartique, noire, tout ce que tu veux. Hein. C'est pas la sécurité émotionnelle, ça n'a jamais empêché d'aller vers ces territoires-là, voire même, je suis classique en disant ça, voire même c'est des fois juste le seul moyen d'y arriver, quoi. Mais en fait, tu te rends compte que tu peux te demander comment je vais faire pour utiliser ça dans la vraie vie de tous les jours, quoi. Je donnais un exemple tout con, quoi. On est en famille, et puis il y a mon père qui commence à s'énerver sur un sujet de la politique. Ouais, nos hommes politiques, machin, ils nous exploitent, tout ce que tu veux, quoi. En fait, puis il commence à y aller, puis il parle de ça, puis des gros mots, tout ce que tu veux, puis tu sais, il élève la voix, il s'énerve à donf. En même temps, à un moment, je lui dis, écoute, on est globalement d'accord avec toi, mais la façon dont on parle, t'es en boucle, et puis tu fais que te plaindre. Et en fait, si tu veux, de toute façon, là, comme ça, on peut pas apporter de solution. Et puis, c'est pas de notre faute, ce que t'expliques, c'est pas de notre faute, mais en même temps, on a l'impression que c'est toi, enfin, que c'est nous qui nous faisons engueuler.
à un moment, tu dis, bah écoute, ce sujet-là, carte X, enfin, je dis pas carte X parce que mon daron, il va rien comprendre, quoi, il n'est pas rôliste, mais moi, je lui dis, bah écoute, on va changer de sujet, changeons de sujet de conversation, parce que j'ai envie qu'on parle d'autre chose, quoi. Et c'est juste ça, en fait. C'est la sécurité émotionnelle, c'est juste ça. C'est ok, là, je pense qu'on a fait le tour du sujet de conversation. On peut pas en parler sans qu'il y ait la moitié des gens ici présents qui se sentent pas bien, alors qu'on a envie de passer du bon temps ensemble, d'avoir une conversation enrichissante et qui soit juste un moyen de kiffer, d'être ensemble. Bah, je pense que là, le meilleur moyen, c'est on change de sujet de conversation ou alors on met des balises, quoi. Mais voilà, on fait quelque chose, quoi. Pour rester un petit peu sur Milvaux plutôt, est-ce que tu peux nous parler du dernier jeu que tu as sorti, ou en tout cas le dernier jeu que tu as sorti, le moment où j'ai pris contact avec toi, qui était Écheveuil. Mais tu es tellement prolifique que vu que c'était il y a une semaine et demie, il y en a peut-être de nouveaux. Non, c'est bon, le premier, j'ai rien sorti depuis. Rien qui puisse être qualifié de jeu, en tout cas. Ouais, donc Écheveuil, en fait, c'est une méthode, en fait, pour écrire des bacs à sable, ou j'appelle ça aussi des mondes ouverts, c'est un peu provocateur, mais dans l'univers de Milvaux. Après, je vous explique vite fait, vous allez voir que ça peut être cool aussi pour n'importe quel univers, en réalité, quoi. Pour peu que vous acceptiez entre guillemets, mes points de départ, ma façon de gérer la narration, ma façon de générer du jeu, quoi. En fait, c'est une méthode pour père au foyer désespéré, quoi. J'ai vraiment je manque beaucoup de temps pour écrire sur l'ordinateur. Le temps que j'ai pour écrire, je le consacre à écrire des jeux. J'ai vraiment plus du tout de temps pour écrire des scénarios. Surtout pas des scénarios qui n'auraient que vocation à être joués au sein de ma table. Et je me suis dit que j'étais sûrement pas le seul avec cette problématique-là. C'est-à-dire que l'envie, si tu veux, l'envie de produire de la narration du jeu, elle est ultra présente, c'est juste le temps qui manque. Et donc, j'ai essayé de développer un moyen un peu portable. Entre-temps, j'avais découvert, alors oui, je sais, je chope le train très très en retard. J'ai découvert le bullet journal que j'ai commencé à utiliser pour moi-même, en fait, pour faire de la méthodo, quoi, parce que comme j'avais manqué de temps, et ben du coup une partie de ma méthodo je l'ai gérée sur un bullet journal, c'est-à-dire j'ai pas le temps pour de l'écran, mais mes temps perdus, je peux faire, si tu veux, du papier, quoi, crayon papier. Donc je faisais un bullet journal pour gérer la méthodo, et en fait ça c'est l'équivalent d'un bullet journal pour du jeu de rôle. Donc ce petit carnet, en fait, voilà, vous allez trouver ça en magasin, hein, très facilement, un petit bloc-notes, hein. En fait, au départ, vous faites, alors je sais pas si on va bien voir à la webcam, mais ouais, on voit pas très, ouais, on voit pas très bien. Bon, vous irez voir sur le site, mais grosso modo, au début, je dessine un petit tableau, en fait, sur chaque feuille, et il va y avoir des mots-clés, en fait, en haut et en bas. Donc on va commencer par écrire les mots-clés en haut et en bas. Donc c'est des combinaisons aléatoires. D'abord, il y a les 6 fléaux de Milvaux, hein, la forêt, la ruine, l'oubli, etc., etc. On va aussi avoir les 6 péripéties types. Donc un passage, une mission, un gardien, un moment de calme, de l'adversité, et ainsi de suite, quoi. Donc qui vont être dans un coin. On a une case qui est juste pour mettre un mot que vous avez en tête. Bah voilà, ça peut être n'importe quel mot que vous avez en tête, toupie, charrette, mongol, ou alors ça peut être vraiment un truc un peu plus réfléchi parce que vous avez envie de développer un champ lexical pour votre campagne, c'est une série de thèmes, quoi. Mettons, là par exemple, si je vais être plus précis, je vais mettre vengeance, sabre, sang, honneur, tu vois, si par exemple j'ai envie de faire une campagne un petit peu samouraï, quoi. Et puis en bas, il y a d'autres entrées. Il y a un chiffre de 0 à 5. Alors, ça permet de faire des tirages aléatoires. Il y a une petite table aléatoire qui est associée au bouquin. Alors, je ne l'ai pas là, mais grosso modo, ça tient dans une page. Et en fait, quand tu l'applies, tu peux la glisser dans le carnet. Et puis, tu as aussi un ensemble de 3 symboles qui sont la ronce, la feuille, la branche, qui ont une signification ludo-narrative, hein, grosso modo, dans mon système, quoi. Bon, bref. Et donc, tu vas d'abord remplir toutes tes entrées. En fait, ça fait un peu comme des entrées aléatoires. Enfin, il faut que tu les mettes un petit peu vraiment au hasard, hein, pas dans un ordre précis, quoi. Et après, tu vas créer, en fait, tes personnages.
C'est-à-dire que tu t'inspires de tes 6 mots-clés. Enfin, il y a un mot-clé, c'est pas un mot-clé, c'est le numéro de page. C'est très, très important. C'est qu'il faut que tu aies le numéro de tes pages. Parce que tu peux faire des renvois d'une page sur l'autre. Et en fait, comme ça, tu peux faire une arborescence très, très complexe. C'est juste des renvois CF page, machin et tout. Et donc, du coup, pour s'y retrouver, ça reste le plus rapide, en fait. Et donc, tu crées un personnage qui est défini par plusieurs trucs. Il y a une question existentielle qui se pose, un nom, un concept, il a un handicap. Tu dessines ton personnage, tu dessines son portrait. Alors, vous n'êtes pas tous bons en dessin, je suis assez mauvais, moi aussi, même si j'ai fait de la BD, mais bon, voilà, je suis pas très bon, quoi. En fait, le fait de dessiner son perso, c'est super bien pour se le visualiser, pour imaginer des détails en plus, aussi pour, je pense, s'attacher à ce personnage, en fait. Ça a vraiment beaucoup de qualité, le fait de le dessiner. Vous n'êtes pas obligé de faire un beau dessin. Et puis, il porte un objet, et puis il y a une scène, en fait, une idée de scène qui impliquerait ce personnage. Et ensuite, vous créez un lieu. En fait, c'est un lieu où le personnage pourrait évoluer, la scène qu'il implique pourrait avoir lieu dans cet endroit. En fait, ce lieu est, sur chaque lieu, il y a un climat. Parce que le temps qu'il fait, si tu veux, est important dans Milvaux, quoi, parce que c'est quand même un jeu sur l'environnement, tu vois. Donc, c'est bien de pouvoir décrire le climat. Donc ça, c'est obligé à y penser. Il y a un danger et puis un trésor. Tu as compris, c'est quand même très old school, quoi. Hein. C'est très inspiré de l'old school, quoi. Après, selon le système avec lequel tu vas jouer, ça va être plus drama, plus narrativiste, tout ça, mais il y a quand même pas mal d'idées old school. Enfin, c'est un hybride d'old school, quoi. Et en fait, chaque lieu amène à d'autres lieux. Et donc, en fait, tu vas générer comme ça, le personnage, il amène à d'autres personnages parce que c'est le fils de un tel, la maman de truc. Et puis les lieux amènent à d'autres lieux, et donc tu vas générer comme ça tes pages, et elles sont de plus en plus liées les unes aux autres, sachant que tu es invité en fait chaque personnage à lui faire un recto qui est en fait son double maléfique, ou lui-même dans le passé ou au futur, ou une version de lui-même avec un point de vue différent, ou son ennemi ou son ami, enfin quelqu'un qui est très lié à lui, quoi. Donc ça donne, en fait, une feuille, ça prend 5 minutes à faire. Tu fais ça dans tes moments perdus, quand tu es aux toilettes, dans la salle d'attente, dans le métro. Et puis, enfin, vraiment, tu fais ça au fur et à mesure, quoi. Tu ne mets aucun objectif, aucun objectif particulier, quoi. Et tu vas voir que rapidement, tu vas accumuler les PNJ. Déjà, quand tu en as 5 ou 6, tu as assez pour jouer une soirée vraiment bien, quoi. Et puis, bon, voilà, là, actuellement, j'en ai 80, quoi. Donc, c'est une mine d'or, quoi. Donc, quand je teste, ça donne. Donc, j'ai testé avec trois systèmes différents. Et la constante, c'est que du coup, le monde est vraiment profond, en fait. C'est-à-dire que quoi que font les PJ, ben, moi, je sais quel PNJ leur mettre en face, et ce PNJ, je sais un peu toute sa vie, quoi. Enfin, grosso modo, tu rentres dans une auberge, il y a un gars qui est en train de faire des frites. Tu sais, tu connais plein de trucs sur la vie du gars qui est en train de faire les frites. Tu sais qu'en fait, il est soumis à une malédiction, que sa femme lui casse les couilles, enfin, tout ce que tu veux, quoi. Bon, désolé, c'était sexiste. On pouvait inverser, évidemment. Ça peut être un homme qui casse les ovaires d'une femme, ça marche tout aussi bien. Enfin, tu sais qu'il y a un tueur à gages qui lui en veut et qui va l'attaquer ce soir, tu vois. Enfin, tu connais plein de petits détails sur lui, en fait, et ce qui fait que c'est vraiment jouissif en tant que MJ ou facilitateur. Et si les joueurs s'y intéressent, tout de suite, tu peux répondre, tu peux envoyer du steak avec ton PNJ. Puis si elles s'y intéressent pas, ben c'est pas grave, en fait. Toi-même, tu sais ce qu'il y a, quoi. Et puis les joueuses, elles savent pas, mais je pense qu'à un moment, elles vont quand même se rendre compte de la puissance de ce truc-là, c'est que à ce côté où tout est cliquable, en fait, tu vois, dans la partie de jeu de rôle. Ben ouais, tu rentres dans une auberge, si le MJ te décrit un gars en train de faire des frites, ben, ça se trouve, il y a moyen d'aller le voir, d'aller discuter avec lui, de vivre des aventures avec lui, une histoire d'amour, ou je sais pas quoi. Tu sais qu'il y a la matière, en fait. Alors, il n'y a pas grand-chose écrit, hein, c'est quelques mots par personnage, mais si tu veux, j'ai essayé de condenser les informations vraiment intéressantes, vraiment génératrices de jeux, de péripéties, quoi. Et donc, ça permet vraiment... moi, j'ai découvert une nouvelle façon de jouer, quoi. C'est une espèce de mix parfait entre l'impro et la préparation. C'est-à-dire que mes PNJ sont très préparés, toutes mes situations sont préparées, mais en fait, j'ai aucune scénarisation. C'est-à-dire que
c'est un bac à sable en toile d'araignée, tu peux aller dans tous les sens, tout est interconnecté, tu peux explorer comme tu veux. Et donc mon improvisation, elle consiste essentiellement à interpréter mon matériau de départ. Et ce qui est assez jouissif, c'est que bon, quand tu vas discuter au gars qui fait des frites, moi, en tant que MJ, ben, je peux te décrire ses expressions faciales, ses tics, la façon dont il parle, parce que derrière, je sais ce qu'il ressent, je sais ce qu'il est en train de vivre, tout ça. Et en fait, la description que je vais te faire de lui, ça a du sens et ça sous-entend en fait des trucs de sa vie, quoi. Enfin, je sais que quand les PJ vont parler de tel aspect, lui, ça va le faire réagir, il va avoir une réaction A ou B, quoi. Et donc ça, voilà, c'est une forme d'improvisation que j'avais jamais expérimentée et qui est vraiment cool, quoi. Et là, on a fait des parties qui étaient vraiment sympas, donc je vais continuer. Là, vous avez déjà la méthode pour faire votre propre carnet. Alors, j'avoue que j'ai vite balancé un work in progress, ça c'est une part importante de mon travail. C'est qu'en fait, quand j'ai une idée qu'elle est déjà bien structurée, même si ça ferait pas, si tu veux, un jeu digne d'être publié sur Lulu, je fais un PDF, je le mets à dispo. Comme ça, il y a une trace pour la communauté. Parce qu'après, ça se trouve, si tu veux, j'y retournerai peut-être que dans 3 ou 4 ans pour finaliser, quoi. Donc, c'est dommage de laisser ça dormir et que personne puisse voir. Et généralement, c'est payant parce que là, par exemple, les Cheveuils, il y a déjà des gens qui ont commencé à y jouer, quoi. Alors que si je voulais en faire une version finale, c'est quoi une version finale? Ce qui manque, en fait, c'est il faudrait que je fasse un canevas informatique, tu vois, sur un traitement de texte avec un bloc-notes, si tu veux, déjà tout fait. Tu n'as plus qu'à imprimer le bloc-notes. Il y a déjà tous les tirages aléatoires qui sont faits. Tu n'as plus qu'à mettre tes personnages. Donc ça manque. Il faudrait que je trouve 2 heures de travail pour les faire. Et 2 heures de travail, ça ne se trouve pas sous sa bonne en cheval. Et puis, ce qui manque aussi, c'est que j'ai déjà mis quelques petits scans dans le jeu. Tu vas déjà trouver des petits scans de mon carnet, quoi. Mais ce que je ferai au final, c'est que parce que le carnet en lui-même, ce que je fais, si tu veux, c'est déjà un bac à sable vraiment mortel, quoi. Il y a déjà, là, il y a des heures de jeu dans ce carnet, quoi. Donc, évidemment, quand j'aurai terminé, là, je ne l'ai pas terminé, j'aimerais bien le retaper proprement, que ce soit lisible par quelqu'un d'autre que moi, parce que mon écriture, tu vois, quoi. Et puis que éventuellement peut-être un peu plus écrire, parce que le but du carnet, c'est tu écris pour toi, donc tu te comprends un petit peu, tu vois, tu écris des choses un petit peu en style télégraphique, il y a beaucoup de non-dits, et comme quand tu te relis, tu sais très bien de quoi tu as voulu parler. Évidemment, là, il faudrait un tout petit peu plus rédiger pour que ce soit compréhensible par un lectorat extérieur, quoi. Bon, c'est sacrément prometteur mais du coup, pas que pour Milvaux, hein, parce que tu l'as dit toi-même, juste avec un petit travail de réadaptation, on peut le faire pour Voilà. tout et n'importe quel jeu. Donc, En fait, le côté spécifique à Milvaux est très très limité, quoi. Il y a juste les 6 fléaux de Milvaux qui sont présents. En fait, l'idée, c'est que tu vas remplacer par, mettons, tu fais un L5R, à la place des 6 fléaux, je vais mettre honneur, sang, bataille, samouraï, ce que tu veux, quoi. Tu mets tes mots-clés à toi, et puis ça marche aussi bien, quoi. Est-ce que tu te rappelles quelle a été l'étape la plus difficile pour créer ton premier jeu de rôle? Je pense que essentiellement, c'est la motive, en fait, de se mettre sur un traitement de texte, et puis, tu vois, aligner du signe, quoi. Ça, c'est clairement la grosse barrière, quoi. Tout simplement parce qu'en fait, si tu veux, game designer, c'est du fun. Imaginer des mécaniques, un univers, tester, jouer, voilà, ça c'est vraiment du fun. Écrire, bon, c'est un peu plus du taf, clairement. Se relire, c'est encore plus du taf, hein, tu vois, là, vraiment les finitions. Le plus dur, c'est vraiment les finitions, quoi. C'est quand t'as ton jeu, il est terminé, puis il faut relire 3, 4 fois, machin, corriger les fautes. Et puis il y a les rédacteurs qui disent, oh, il y a tel aspect de règle qui est un peu confus, il faut que tu écrives des exemples, puis t'en as marre, quoi. Tu peux plus le voir en peinture, ton jeu, quoi. Donc là, il y a plusieurs méthodes, hein, que j'ai essayé de cumuler ou de proposer. La première, déjà, c'est qu'on peut écrire des petits jeux, quoi. Hein, il faut certainement pas se mettre tout de suite la barre là et tout. Et ouais, je vais faire un jeu de 500 pages et tout. Enfin, il y a des jeux qui sont adorés et qui font 2 pages, hein. Alors deuxième type, il faut vraiment en avoir rien à faire du public, quoi. Dès que tu commences à dire, ouais, comment les gens vont recevoir mon truc et tout, est-ce que ça va leur plaire, là, c'est fini. C'est fini, tu fais plus rien, quoi. Donc, il faut vraiment, mais voilà, et en fait,
en avoir rien à faire. Enfin, c'est Travailler pour compliqué. soi. Ouais. Ma technique, si tu veux, à la rigueur, c'est que ça a été assez rapidement, j'ai fait des jeux différents pour des personnes différentes, avec des game design souvent très différents. Du coup, je me dis, bah, YOLO, enfin, de toute façon, si mon jeu il plaît pas à machin, ben, j'ai sans doute un autre jeu qui lui plaira, tu vois. Enfin, donc, je préfère du coup creuser, être vraiment très très fidèle à une idée, à un type de façon de jouer, des fois très spécifique, tu vois, à vraiment creuser ce sillon. Et puis bon, après, bon, aujourd'hui, je m'intéresse un peu plus au design inclusif, c'est-à-dire comment tu peux quand même un tout petit peu élargir le sillon, si tu veux, pour faire monter un peu plus de gens à bord, quoi. Mais bon, grosso modo, même ces jeux-là, en design inclusif, ils ont quand même une personnalité forte sur laquelle je ne déroge pas des masses, quoi. Parce que de toute façon, bah, si ça ne plaît pas, bah, les gens ils vont voir un autre de mes jeux ou ils iront voir ailleurs. Enfin, je veux dire, il y a plein de gens qui font des trucs super et je veux pas, enfin, faut pas essayer de tous les capturer, quoi, entre guillemets, quoi. Le public, c'est pas les Pokémon, quoi. Et l'autre aspect qui est important, en fait, c'est le fait de prendre des notes. C'est-à-dire que quand tu as une idée, que ce soit de mécanisme, de rédaction, n'importe quoi, une idée sur ton projet, tu la notes, moi je la note dans mon téléphone, et après je la mets sur mon tableau de bord Excel, où j'ai un article qui explique comment je fais ça. Et puis tu t'accumules comme ça des notes, t'accumules, et quand il faut passer à la rédaction, ce que j'ai constaté ces derniers temps, c'est que j'ai juste à j'ouvre mon fichier Excel, je trie par catégorie, et en fait j'ai déjà tout mon chapitrage de fait, c'est plus que du rédactionnel, tu sais, bébête, quoi, vraiment, quoi. On va dire, peut-être ce qui serait l'ivresse finale, ce serait de pouvoir vraiment écrire un jeu, que même le fait d'écrire, créer le jeu, ce soit du plaisir, tu vois, c'est-à-dire un jeu pour créer un jeu, quoi, ou, qui t'accompagne un petit peu à la matière d'un jeu de rôle solo ou d'un jeu de brainstorm, comme par exemple les forges d'encre d'ailleurs, je crois que les forges d'encre de Saladin fonctionnent pas mal comme ça, c'est-à-dire qu'on se met à plusieurs, on imagine un bout d'univers. Ensuite, on va créer, de mémoire, je me trompe peut-être un petit peu, mais de mémoire, on va créer une règle pour gérer cet aspect de l'univers qu'on vient d'imaginer. Ah non, on ne crée pas de règle. Mais alors, du coup, c'est un truc que moi, j'aimerais rajouter. Tu vois, mon hack des forges d'encre, c'est ça. On se met à plusieurs, on imagine un petit bout d'univers, on imagine, vas-y, comment on pourrait, quelles règles on pourrait inventer pour gérer cet aspect de l'univers. Et puis ensuite, il y a un petit travail dans les forges d'encre. Alors, je verrai si je le garderai ou pas, mais il y a un travail d'écriture littéraire. C'est-à-dire qu'on se fait un petit atelier d'écriture. C'est-à-dire qu'on écrit chacun écrit une petite histoire qui se passe, qui traite cet aspect-là de l'univers. Et puis après, il y a une partie jeu de rôle. Alors, je crois que les forges d'encre, en fait, fournit un système de jeu de rôle, enfin, un système de résolution, quoi. Et du coup, tu fais une mini partie de jeu de rôle qui va exploiter tout le matériel que tu as fait avant, quoi. Et donc, ce qui est sympa, c'est que c'est ludique du début à la fin, quoi. Il y a vraiment... tout est fait pour que ça soit fun, créatif et fun à la fois, quoi. Je vais me poser la question, est-ce que c'est toi qui fais les maquettes de tes jeux? Oui, la plupart du temps, hein. Il y a quelques exceptions. In Forenza Minima, illustration et maquettes, c'est de Willy Cabourdin. Mais la plupart du temps, c'est moi qui fais mes maquettes. Alors, au début de ma carrière, j'étais très ambitieux dans le maquettage, puisque je voulais que chaque page soit un photomontage. On a des petits exemples comme ça, donc il y avait déjà de nombreux photomontages, ça c'est Dragonfly Motel, il y avait de nombreux photomontages qui émaillaient le livre, et puis même à l'intérieur de la page, j'ai même travaillé sur les textures d'intégration avec l'image. C'est-à-dire que pour te dire à quel point c'est intégré, bon là l'exemple visuel n'est pas le meilleur, je vais essayer d'en trouver d'autres. S'échapper des faubourgs, c'est un petit peu il est assez représentatif de ça. Ouais, je suis pas sûr qu'on voit très bien sur la webcam, mais grosso modo, le texte qui se dégrade au fur et à mesure, comme c'est un jeu d'horreur cauchemardesque. Le texte commence à se courber, à se pencher, tu vois. Et puis, il y a de l'image, mais en fait, qui vont carrément chevaucher un petit peu le texte, à le bouffer un peu, tu vois. Donc, c'était très, très long. Il faut compter 1 heure par page, quoi. Donc, j'ai raccroché les gants. Maintenant, je fais encore des photomontages, mais mon Graal actuel, si tu veux, c'est en A5. Je travaille sur Word, enfin l'équivalent sur Scribus, en A5.
Et du coup, il y a une seule colonne, parce que bon, c'est personnel, mais je ne peux pas piffer les encadrés, les doubles colonnes. Déjà, c'est horrible à faire, même sur un Word. Et puis, je trouve qu'à la lecture, voilà, moi, c'est les A4, tu vois, les formats A4 avec des colonnes, des encadrés, ça me fractionne ma lecture, tu vois. Et du coup, j'aime pas, en fait. Moi, j'aime bien le format. Du coup, je maquette un peu comme un roman, quoi, hein, tout simplement, quoi. Donc, priorité à la lisibilité, quoi. Après, au niveau esthétique, ce que je fais, c'est que j'essaie d'alterner un photomontage pleine page toutes les 10 pages, quoi, à peu près, quoi. Je constate aussi que sur beaucoup de tes jeux, tu fais appel à des aides de jeu, les plateaux, les papiers, les choses comme ça. Donc je suppose que c'est quelque chose que tu apprécies. Est-ce qu'il y a une aide de jeu que tu apprécies en particulier? Peut-être une aide de jeu signature, Thomas Mini, qu'on revoit à toutes tes tables? Oui, je te dirais bien. Alors, les aides de jeu, c'est vraiment une grosse question, si tu veux, parce que il y a un moment où je me suis vraiment pris la tête sur le minimalisme, c'est-à-dire comment on peut jouer avec le minimum de support, quoi. Donc, tu vois, par exemple, quand je joue sur Discord, il y a juste les micros, il n'y a rien, il n'y a pas de battle map, pas de chichi, on n'utilise pas le chat textuel, tout ça. Voilà, on a juste le son, quoi. Et pareil, la plupart du temps, si tu veux, quand on jouait en présentiel, c'est pareil, quoi. C'était, en fait, si tu veux, j'amène même pas mon bouquin la plupart du temps. J'essaye de. En fait, généralement, les core design de mes jeux peuvent se résumer, si tu veux, en une double page, tu vois. Ou en tout cas, moi, j'arrive à les retenir par cœur, juste le core design du jeu, quoi. Donc, la plupart. Quand je joue à une Forenza, j'ai jamais le bouquin, quoi. Après, il y a l'aide de jeu qui est utile, c'est les tables aléatoires, parce que c'est vrai que c'est quand même un outil super intéressant, quoi. Mais les tables aléatoires, c'est pas le Graal. Le Graal, en fait, c'est les jeux de cartes. Parce qu'en fait, j'ai une aide de jeu. Si vous voulez démarrer à 1000 vous et que vous n'avez pas envie si vous voulez utiliser votre système préféré, pas envie de vous embêter à acheter un bouquin 1000 vous, en fait, vous n'avez même pas envie de lire, quoi. Moi, ce que je vous conseille, c'est l'Almanach. Ça, c'est la version livre. En fait, l'Almanach, grosso modo, c'est une sorte de calendrier imaginaire de 1000 veaux, et à chaque jour de l'année, il y a une espèce de petit poème, tu vois, qui va un peu comme un haïku, qui va te servir d'inspiration. Je vais t'en lire un au hasard, hein, je ne vais pas te raconter toute ma vie, j'en fais juste un. Donc, le 11 avril, c'est le 11 de péril, d'égrégore, forêt de symboles, carnaval de la corruption, chose devenue fou, 1000 veaux, un territoire obsessionnel. Donc là, si tu veux, avec ça, je peux déjà commencer à t'imaginer un scénario. Je sais pas, il y a peut-être forêt bizarre, il y a des symboles qui sont accrochés dans les arbres, et puis tu as un carnaval, si tu veux, qui se balade dans la forêt, mais en fait, on se rend compte que les membres du carnaval, c'est des fous. Alors peut-être que si tu rejoins un carnaval, tu vas devenir fou, et la question est où est-ce qu'ils vont, tu vois. L'idée, c'est que une petite historiette, un petit poème, en fait, c'est très riche comme aide de jeu, parce que tu vas interpréter, en fait. Ça te donne pas un contenu tout cuit. Tu travailles un petit peu pour pour imaginer ce qu'il y a derrière. Tu vas faire ton propre film. Et en fait, c'est beaucoup plus riche, en réalité, qu'une table aléatoire, factuelle, en disant, par exemple, j'aurais pu écrire un carnaval de fous qui traverse la forêt, tu vois. T'as l'impression que c'est la même chose, sauf qu'en fait, le poème, il contient le carnaval de fous qui traverse la forêt, mais il contient 1000 autres choses, quoi. C'est ce que Acritarch appelle le haut potentiel ludique. En fait, une aide de jeu, elle est à haut potentiel ludique si elle produit le maximum d'effets avec le minimum de mots, d'images, avec le minimum de support, quoi. Et en fait, le texte, c'est important, mais le support l'est aussi, puisque du coup, cet almanach, si tu veux, je l'ai transformé en un petit jeu de cartes. Donc, pareil, tu as les poèmes sur les cartes, en fait, hein, donc tu peux imprimer ça facile à la maison. Et l'idée, c'est que quand tu maîtrises, tu vas piocher. Tu vas piocher les cartes. Moi, j'ai une règle, par exemple, qui fonctionne vraiment très très bien. C'est à chaque fois que les PJ voyagent, s'ils se déplacent d'un point A à un point B, entre le point A et le point B, il faut que tu pioches une carte.
Tu t'en inspires pour dire qu'est-ce qu'il y a sur le chemin. Voilà, il y a tel truc sur le chemin. Donc sur le chemin, on va croiser par exemple le carnaval des fous. Après, les PJ, ils s'y intéressent, ils s'y intéressent pas, ils font leur vie, tu vois. S'ils s'y intéressent, ça se trouve, il va se passer des trucs de fou, et puis ça va t'occuper 3 ou 4 scénarios. Et s'ils s'y intéressent pas, t'as quand même gagné, parce que si tu veux, on a vu un aspect de niveau, les gens se disent, mais c'est quoi ce truc chelou? T'as des fous habillés en mode Mardi Gras qui se trimballent dans la forêt, et puis ils veulent les rejoindre, et puis pareil qu'ils sont contagieux. Vraiment, tu vois, t'as l'exploration de l'univers, ça se fait par ça, en fait. C'est ces petits détails que t'as même pas le temps d'explorer parce qu'il y en a trop, quoi. Et en fait, le format carte, il est top parce que moi, ce que je fais, c'est que je distribue les cartes, je donne un petit paquet de cartes à chaque joueuse. Et comme ça, elles vont aussi les utiliser. Donc, si en jeu sur MJ, c'est très, très utile. Alors, je vais me permettre, si tu veux, de tricher un peu, parce que tu m'as dit une seule aide de jeu, mais je vais en donner une deuxième. Sur cette idée de carte, j'ai fait un jeu de cartes. Alors, il est encore inédit, ça va sortir quand j'aurai le temps. Ça s'appelle l'Imagier de Milvaux. Donc, en fait, c'est mes photomontages. Donc là, je les ai imprimés format 5, mais tu auras aussi le format plus petit, vraiment en carte à jouer, quoi. Et donc, l'idée, là, c'est qu'au lieu de piocher un texte, tu vas piocher un photomontage. Et puis, ça va te donner plein d'idées, parce que tu as des personnages, tu as des lieux, tu as des animaux, il y a vaguement une narration dans le photomontage, mais c'est quand même très flou. Enfin, tu vas faire ton propre film. Ça se trouve, c'est juste un petit détail qui va t'inspirer. Bon, la nana, elle a un katana. Pourquoi elle a un katana? Peut-être que c'est le truc global. En fait, sa mission, c'est d'aller dans une cathédrale inversée, envahie par les ronces, tout ça. Et puis, elle est en robe de mariée, donc c'est une mariée maudite, un petit peu à la Kill Bill. Et donc, l'imagier de Milvaux, ça, c'est quand même une aide de jeu bien sympa. Bon, je constate, alors, je vais vous dire, je vous conseille pas, en fait, le format A5. Je ferai aussi un petit format. Je pense qu'en format carte à jouer, ce sera beaucoup plus puissant. Parce que là, ce que je me rends compte, c'est que mes joueuses n'osent pas trop manipuler, tu vois. Ça fait un petit peu objet de luxe, on n'ose pas trop. Puis bon, ton imprimante va juste mourir aussi si tu fais ça. Donc, format carte à jouer, ce sera vraiment top, quoi. Du coup, il y en a combien à peu près de photomontages actuellement? Il y en a 120 à peu près, je crois. Donc, en fait, c'est les photomontages que j'ai fait pour Milvaux depuis le début, quoi. Et donc, là, histoire de les rentabiliser, j'en ai fait un jeu de cartes, quoi. En dehors de ça, tu as d'autres choses en préparation actuellement? Tu nous as parlé d'un roman en début d'interview. Ouais. Alors, mon problème, si tu veux, c'est que j'ai énormément de choses en préparation. Je suis un garçon très dispersé. Je commence beaucoup de choses et j'en finis pas beaucoup. Heureusement que je mets des versions brouillon, mais en fait, voilà, mon pourcentage de réalisation, enfin, si tu veux, de publication divisé par le nombre de projets, il est assez faible, quoi, hein. Donc, j'ai énormément de projets. Effectivement, alors, pour t'en citer un en cours, actuellement, donc, j'écris un roman dans l'univers de Milvaux. Il s'appelle Dans le mufle des Vosges. Vous allez le trouver en feuilleton, en fait, sur mon blog. J'écris en fait un chapitre par semaine. Là, je fais une pause pour l'été. Je vais reprendre en septembre. J'en suis aux 3/4, donc à mon avis, ça va d'ici l'hiver, ça va être terminé, quoi. Et en fait, ça se passe dans les Vosges, ma terre natale. Et grosso modo, c'est dans une espèce de 19e siècle post-apo chelou. Et en fait, l'ambiance est inspirée des romans du terroir. Donc, c'est ambiance paysannerie, on est en sabot, il y a les vaches et tout. On va traire le fumier et puis labourer les cochons. Enfin, tu vois l'idée, quoi, hein. Et puis, là-dessus, en fait, ça commence. Il y a deux bonnes sœurs, en fait, deux religieuses qui arrivent dans un patelin, donc paumé au milieu des Vosges, quoi. Parce qu'en fait, le diocèse a reçu un appel à l'aide du curé local, quoi. Donc elles viennent, et puis elles arrivent, elles ont fait un trajet abominable, comme tu peux l'imaginer, parce que c'est la forêt de Milvaux, quoi. Elles ont fait un trajet abominable, elles sont trempées comme des soupes, parce qu'il pleut tout le temps à Milvaux, enfin voilà. Elles sont pas trop d'humeur, quoi. Et puis donc, quand elles arrivent, le curé fait « Oh, je suis désolé, je pense que je vous ai fait venir pour rien. En fait, c'était pas grand-chose, quoi. » Et donc, elles se disent « Non, mais on s'est quand même bien fait chier à venir, quoi.
Du coup, on va juste mener une petite enquête juste pour voir, vérifier par nous-mêmes que vraiment tout est OK. Évidemment, rien n'est OK dans le village. Il y a tout un tas d'affaires de possession démoniaque. Il y a des créatures de Milvaux de partout. Et puis, voilà, les paysans sont chelous. Enfin, bon, évidemment, il y a des personnages qui sont sympas, mais il y a quand même pas mal de personnages qui trament des trucs pas nets, quoi. Et donc, on va les suivre comme ça. Vont aller de découverte en découverte. Il va y avoir de la baston, de l'amour, du sexe, y compris non conventionnel. Et en fait, la particularité de ce roman, c'est que je l'écris avec des systèmes de jeu de rôle, en fait. C'est-à-dire que je me suis beaucoup basé sur mon expérience du jeu de rôle solo. Et en fait, j'écris ça comme un jeu de rôle solo, quoi. Donc, le jeu de rôle solo, c'est souvent, c'est mon cas, ça s'appuie rarement sur un seul jeu de rôle, tu vois. C'est souvent un mélange de plusieurs jeux de rôle, plusieurs univers, plusieurs aides de jeu. Donc, c'est exactement comme ça que je procède. Je copie, hein, je t'ai dit que j'étais un copieur, donc je copie les copains hein, comme Damien Lagouzer qui font ça, quoi. Ils font des espèces de Frankenstein de jeux, tu vois. Et donc, c'est vraiment super, en fait, pour l'écriture romanesque, parce qu'en fait, t'es jamais à court d'idées, ni même de matériel de description, quoi. Juste à appliquer des procédures de jeu de rôle, quoi. Et du moment que tes procédures sont assez, si tu veux, du coup, c'est très, j'ai envie de dire, c'est très régulé. Je mets beaucoup de règles, donc je suis jamais en manque d'inspiration. Après, la vérité, c'est que des fois, il y a tellement d'inspiration que je peux être en roue libre sur 2-3 chapitres où je vais à peine toucher à mes règles et parce que ça me vient tout seul du fait de tout ce qu'il y a à exploiter, quoi. Donc, s'il y a des romanciers en herbe qui sont à la fois rôlistes, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille d'essayer. C'est l'écriture romanesque basée sur du jeu de rôle. Ça fonctionne vraiment. C'est un peu le secret que les ateliers d'écriture ne veulent pas que vous sachiez, quoi. Voilà, je pense que Bernard Werber et compagnie, si tu veux, ils ont sans doute envoyé des tueurs à gages pour me faire taire, quoi. Parce que la vérité, c'est qu'utiliser des jeux de rôle, voilà, pour m'autoriser un roman, c'est vraiment hyper efficace. En même temps, c'est quelque chose qui a déjà été fait dans la BD, dans des livres, des adaptations de jeux de rôle, enfin de parties de jeux de rôle qui ont été revues. Je pense aux Chroniques de la Lune Noire, des choses comme ça, qui à la base étaient juste une partie de jeu de rôle. Et qui, finalement, alors, il y a une petite différence, en fait. C'est que souvent, ces choses-là, ou même The Expanse, hein, la série, hein, c'est une campagne de Traveller au départ, quoi. C'est que dans un premier temps, les gens, ils ont joué une partie de jeu de rôle, normal. Et après, ils ont posé par écrit. Là, le processus, en fait, il est confondu. C'est-à-dire que c'est une partie de jeu de rôle et en même temps que je joue, j'écris, tu vois. Je fais pas les deux en séparé, quoi. Oui, c'est sûr que du coup, pour du jeu de rôle solo, c'est plus faisable parce que écrire en même temps sur une grosse table, ça doit être plus compliqué. Ouais, oui, du coup, il faudrait faire. Ce serait un roman à plusieurs mains et du coup, il faudrait jouer en ligne, en fait, tu vois. Ça se fait, hein. Moi, j'ai un système de jeu de rôle textuel qui s'appelle Les Forêts Mentales et on a fait une partie à 4 qui s'appelle Les Passagers du Labyrinthe, si je me rappelle bien. Et le texte final a vraiment, sans y retoucher, a vraiment une qualité romanesque indéniable. D'ailleurs, bon, je l'ai diffusé là, après c'est un peu rough, Les Passagers du Labyrinthe, on peut le trouver sur mon blog. Mais je pense qu'un de ces 4, je ferai une petite relecture, tu vois, orthographe, style, quoi, quand même, on mettait les choses un peu en forme. Mais ça ferait ça ferait une très bonne novella, quoi, un roman court, quoi, vraiment de qualité, quoi. Tu as un blog qui a énormément de contenu, qui a des podcasts, qui a des conseils de jeux, des conseils d'écriture, des jeux de peu de tout. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton blog, tout simplement ? Ouais, le blog, c'est un peu ma centrale, quoi, hein, où je mets tout. Enfin, de toute façon, c'est quelque chose que je conseille aux créateurs tristes, hein, c'est d'avoir un blog où tu vas tout mettre, en fait, sans essayer de fragmenter ton identité, tu vois, en disant, ah ouais, mais je fais des photos, en même temps, je fais du jeu de rôle, mais en même temps, je suis coach fitness. Ah ouais, mais si je mets tout ça ensemble, on va se dire, mais c'est quoi ce gars, il est fragmenté? Bah non, enfin, je pense qu'il faut assumer son côté pluriel, quoi, et sa diversité, quoi, son côté multipotentialiste, hein.
Donc, et puis en réalité, dans la pratique, c'est vraiment très pratique pour moi et j'espère pour la communauté de pouvoir tout retrouver au même endroit, quoi. Donc concrètement, qu'est-ce qu'il y a de pas jeu de rôle sur le blog? Essentiellement, en fait, des articles et aussi un petit peu de podcasts et tables rondes sur la créativité. Puisque du coup, en fait, le sujet du blocage créatif, ça a été une grosse préoccupation pour moi, en fait, parce que si tu veux, j'ai eu une grosse traversée du désert, en fait. C'est-à-dire que quand j'étais petit, je créais des jeux, que j'ai fait énormément de jeux de rôle au collège, au lycée, je me suis lancé dans des romans, je faisais des romans en prépa pareil. Et puis bon, je me suis un petit peu, si tu veux, je me suis un petit peu pris le mur de réalité dans les dents, quoi. C'est-à-dire que mes romans, les éditeurs en voulaient pas. Le jeu de rôle, pour moi, c'était un loisir. À aucun moment, j'imaginais que c'était un truc qui pouvait faire un métier. Donc, je suis parti dans une carrière qui n'avait rien à voir avec la créativité. Et du coup, j'ai même vraiment mis ma créativité en berne pendant facilement 10 ans, quoi, hein. Je faisais pas grand-chose et en tout cas, je montrais rien, quoi. Et donc, après, c'est parti tous azimuts. À partir de 2010, hein, grosso modo, j'ai lâché la bride et puis plus aucune censure, c'est bon, quoi. J'ai sorti plein de trucs. Ça sortait vraiment facilement, quoi. Et l'idée, ça a été de partager, en fait, un petit peu. Ça a été une sorte de journal de réflexion ouvert où je partageais mes ressentis autour de la créativité, mes méthodes pour réussir à créer de façon libre, qui ne soit pas dans la contrainte, dans la souffrance, et qui ne soit pas dans l'autocensure, ou dans le fait de oh vraiment, mais en fait j'ai une idée, mais c'est tellement ambitieux, oh bah non, je ne vais pas lui mettre, tu vois, ou j'écris 2 pages, et puis oh là là, j'imagine il faut que je fasse 500 pages ensuite. Je laisse tomber, je retourne jouer à Call of. Et donc, il y a plein d'articles de blog qui parlent de ça et qui donnent des petites techniques pour être vraiment dans le lâcher prise, dire, en fait, voilà, de créer. En fait, il n'y a pas beaucoup de. Ça pourrait se résumer très rapidement. Bon, j'ai écrit une centaine d'articles pour dire une chose très simple, hein, et qui n'est pas du tout originale, hein, mais ça pourrait se résumer en concentre-toi juste sur l'idée du moment, quoi, sur le truc que tu as envie de faire en ce moment. Tu fais juste ça, tu penses pas à ce que ça va donner plus tard, tu n'en as rien à faire du public, tu es juste dans le plaisir de créer un truc. Et puis en fait, si tu fais ça, tu vas te rendre compte au bout d'un an que tu es assis sur une mine d'or, au bout de 2 ans, tu as des trucs qui vont sortir. Et puis voilà, et puis vraiment ne jamais se mettre de pression, parce que si tu veux, j'ai constaté ça au milieu du jeu de rôle, mais je pense que c'est juste emblématique des révolutions technologiques et sociétales qui sont à l'œuvre pour tout le monde, quoi. C'est qu'il y a la professionnalisation de la créativité. Si tu veux, aujourd'hui, et après, nous, on n'est pas forcément dans les milieux courants alternatifs, tout ça, les milieux du jeu de rôle indépendant, je pense qu'on est peut-être un peu responsable, on fait peut-être un peu partie du problème. Il y a cette idée que, tu vois, sur les forums des cours alternatifs, il y avait une personne qui venait « Oh ouais, j'ai une idée, machin, je voudrais faire un jeu de rôle où on joue des poneys, télépathes et tout, ouais, c'est cool. » Et puis, il y aurait des D20. Et puis, il y avait forcément une personne qui lui répondait « Ah ouais, mais c'est super, il faut que tu publies. » Et en fait, je crois qu'il n'y a rien de mieux pour tuer une idée que de dire à quelqu'un « Vas-y, publie, quoi. » Alors, c'est vrai que c'est super facile à faire aujourd'hui avec les outils d'impression à la demande qu'on a et tout. Avec Itch.io, je pense que ça va être juste une explosion parce que, en fait, Itch.io, ils ont trouvé un modèle de diffusion pour, tu sais, l'idée que tu as au resto et que tu écris sur un coin de nappe et tout. Ah ouais, on jouerait des poneys télépathes et puis il y aurait des D20, puis en fait, on lancerait les D20, il faudrait qu'ils touchent le plafond. Et puis, tu vois, c'est un truc à la con, et puis c'est juste pour jouer avec tes potes et tout. En fait, tu dis, non, attends, je vais récupérer 2 images sur le net de poney, et puis je vais faire une mise en page sur la texte, et puis je vais mettre ça sur Itch.io, tu vois, je vais le mettre, puis tant qu'à faire, je vais peut-être le monétiser à $1, tu vois. Alors, d'un côté, c'est cool que n'importe qui puisse diffuser son jeu, c'est vraiment génial, moi je suis pour qu'il y en ait le plus possible.
Mais de l'autre, il y a ce côté que non seulement c'est facile de diffuser ces jeux aujourd'hui, mais c'est tout aussi facile de diffuser de façon professionnelle, c'est-à-dire de mettre ça sur un catalogue en ligne avec un prix, quoi. Et en fait, ce genre de choses, ça a tendance à envoyer un message, si tu veux, un peu dissonant, qui est, ok, en fait, si tu as une idée, tu as un produit, en fait. Et du coup, je pense que ça met une certaine pression aux gens, en fait. Donc, l'idée, c'est qu'il faut juste s'en détacher, se dire, non, non, mais je crée pas un produit, je crée un truc pour moi. Après, bon, bah, j'ai envie de le montrer, je le montre, et c'est cool, quoi. Mais il faut pas que l'idée de le montrer devienne, une obligation, et deux, devienne en fait un frein, tu vois, un truc à dire, ah oui, mais attends, si je veux montrer mon histoire de poney télépathe, peut-être falloir que j'ajoute de la matière, puis ma maquette, il faut vraiment que je fasse une belle maquette, tout ça, puis il faut que je fasse bosser des illustrateurs, ouais, il faut que je fasse un crowdfunding, hein, tu vois, puis le résultat des courses, c'est un peu la souris qui accouche d'un éléphant, tu vois, et puis, enfin, du coup, la plupart du temps, bah, tu vas juste rien faire, en fait, parce que c'est trop de boulot, quoi. C'est décidément de bien nombreux conseils pour ceux qui veulent se lancer dans la création et l'écriture de jeux de rôle tout au long de cette interview. Sur un sujet qui m'intéresse un petit peu plus d'un point de vue personnel, tu as écrit musique sombre pour jeux de rôle sombre. Du coup, je m'interroge sur qu'est-ce que tu écoutes? Alors, je pratique l'éclectisme, comme on dit dans le sketch. J'écoute, j'ai de moins en moins de religion en matière de musique, hein. J'écoute vraiment de tout. C'est-à-dire que je peux écouter du hip-hop le matin, du classique l'après-midi, du metal le soir et de la pop la nuit, quoi, hein. En plus, si tu veux, à la maison, si tu par exemple, à la maison, s'il y a mon épouse, c'est elle qui choisit la musique, c'est elle qui va mettre la musique, c'est elle qui, dans la voiture, c'est elle qui choisit la musique. Bon, c'est comme ça, c'est les arrangements qu'on a. Au début, je l'ai mal vécu, parce qu'en plus, mon épouse écoute surtout de la pop. Et j'étais à une époque où la pop, c'est pour les décérébrés. Enfin, moi, j'écoute des trucs exigeants, tu comprends, j'écoute du hard drone, avec matinée de showgaze, avec un petit côté doom, tu vois. Enfin, bon, grosso modo, je vomissais un peu tout ça. Et en fait, c'est complètement con parce que en fait, il y a de la qualité dans toutes les productions musicales. Il y a toujours une mélodie qui va être accrochée, une parole qui va être cool. Il y a toujours un truc, en fait. Le plaisir, il n'est pas dans la musique, en fait, il est dans tes oreilles, quoi. Donc, je pense qu'il faut savoir. Il y a une sorte d'hédonisme musical à cultiver, de se dire, à essayer de tout apprécier, en fait, de trouver des qualités dans tout ce que tu peux écouter. Ouais, c'est du Jules, mais bon, bah, peut-être que si tu écoutes bien, ça va te faire un petit peu bouger, tout ça, et puis voilà, quoi. Bon, après, ceci dit, les musiques que je vais préconiser pour Mivo, elles vont être souvent quand même. Enfin, j'essaie quand même de garder l'éclectisme parce que je pense à mon public qui est peut-être pas unique comme moi, très versé dans le métal ou dans l'électro expérimental ou je ne sais quoi. Donc j'essaie d'un un petit peu picorer dans tous les genres musicaux et de pas me limiter à ce qui avait été la signature musicale originelle de Milvo, qui était plutôt le drone et le doom metal. Et donc j'ai sorti les playlists. Il y a des playlists, donc il y a une musique sombre pour jeux de rôle sombre. Il y a une playlist qui est associée à ce bouquin, hein, qui est en fait, du coup, tu vas trouver des liens vers des albums qui sont en écoute libre sur Bandcamp. Bandcamp, c'est juste une révolution en matière de partage de la culture, puisque en fait, beaucoup de groupes de musique indépendante vont mettre leur album en écoute intégrale et légale, en fait, sur Bandcamp, quoi. Donc, c'est vraiment génial, quoi. Enfin, en fait, c'est ça qui met la fin au piratage, c'est pas les DRM et autres trucs, quoi. C'est le fait que les groupes partagent librement leur matériel, quoi. Et en fait, si tu veux, j'ai fait des playlists qui sont juste des liens internet, en fait. Donc, tu as ta petite image qui parle de l'album, et puis tu vas avoir la description de l'ambiance en une ligne, quoi. Alors après, ce qui va vraiment changer le game, donc ce que j'ai prévu dans pas longtemps, il faut juste le temps que je m'y mette,
c'est Chartopia. Chartopia, c'est un site internet américain de tables aléatoires. Donc, tu vas trouver plein de tables aléatoires avec 50 gobelins, enfin, ce que tu veux, quoi. Hein. Et en fait, n'importe qui peut mettre, ces tables aléatoires sur le site. Donc, tu as inventé 50 poneys, tu vas mettre ta table aléatoire de 50 poneys sur Chartopia et c'est cool et les gens vont kiffer. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que mes playlists, je vais les mettre sur Chartopia. Donc, du coup, tu auras un générateur aléatoire de musique. C'est-à-dire que tu vas générer un lien musical qui va t'envoyer vers une écoute. Et donc, pour maîtriser ta partie de Milvaux ou de musique sombre pour jeu de rôle sombre, enfin de jeu de rôle sombre, parce que c'est vrai que j'ai pas du tout pris le temps d'expliquer c'est quoi Voilà, c'est ça, musique sombre pour jeu de rôle sombre. Ce sont des chroniques musicales, en fait. C'est des descriptions d'albums que j'utilise moi personnellement. Donc, voilà, t'as une petite pochette, un petit rappel vite fait, ça fait penser à quel film. Puis là, tu as la nouvelle. Et j'explique quels sont les albums que j'utilise quand je fais du jeu de rôle d'horreur, à quelle ambiance ça renvoie, c'est classé par thème. J'ai essayé d'écrire des chroniques, c'est pas du tout axé technique, parce que je suis très mauvais en technique. Je sais pas c'est quoi un arpège, enfin, je comprends pas comment on fait les accords, le solfège, j'y comprends rien du tout. Donc c'est plutôt sur le ressenti, quoi. Et généralement, j'essaie d'écrire chaque chronique un peu comme une petite nouvelle d'ambiance, tu vois, genre ah bah il y a un serial killer qui te poursuit avec une canette de coca pour t'ouvrir la tête avec, tout. Ça correspond à tel album. Et donc voilà, et maintenant vous allez trouver donc ces playlists sur. Et donc j'ai fait plein de playlists pour Milvaux, puis pour certains jeux Milvaux, par exemple, ma playlist la plus intéressante, je dirais, c'est la playlist de Little Ho Chi Minh Ville. Little Ho Chi Minh Ville, c'est un jeu Milvaux très particulier, c'est un PBTA qui se place dans un endroit très spécifique de Milvaux qui s'appelle Little Ho Chi Minh Ville. En fait, c'est un bidonville ghetto asiatique où il y a plein d'Asiatiques qui sont vraiment entassés. Enfin, la densité de population est énorme et c'est une ambiance cyberpunk, biopunk. Et donc, pour fabriquer la playlist de ce jeu, je suis allé chercher en fait ce qu'il y avait de plus bizarre en fait dans la musique expérimentale asiatique. Et donc, tu as vraiment... Là, vous ferez forcément des découvertes musicales parce qu'il y a vraiment un voyage. Et je crois que c'est vraiment pour Little Ho Chi Minh Ville que le concept de playlist aléatoire devient vraiment intéressant. Tu vas te mettre une ambiance et puis tu vas improviser dessus, tu vas faire du flow dessus, quoi. Est-ce que tu as un mot pour finir? Jouer à Milvaux, essayer de découvrir un petit peu. J'espère que vous avez donné un petit peu l'eau à la bouche, mais en même temps, je pense que c'est aussi un message important. N'y jouez pas si vous avez déjà vos propres idées, vos propres délires. C'est-à-dire que il faut pas se laisser enfermer dans la culture. Je parle même pas de la culture mainstream, mais la culture des autres, quoi. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a accès à énormément de contenu, que Netflix, Internet, YouTube. Tu peux, tu vois, en jeu de rôle, même en gratuit, tu peux jouer 3 milliards de vies, des trucs super intéressants. En plus, tu as vu, par exemple, là, il y a le bundle Black Lives Matter pour $5, tu vas t'acheter. Il faut mieux donner ça plus que $5 parce que c'est quand même censé être pour une œuvre caritative. Si tu juste $5, t'es un peu un crevard. Bref, tu vois, tu vas choper des bundles avec des milliers de jeux. Donc on pourrait se dire, en fait, on est dans une ère où on est un hyper public, c'est-à-dire que on a surtout l'embarras du choix et il y a plein de créations qui nous arrivent en masse, de qualité, pas chère, voire gratuite. Pour autant, je pense qu'il faut reprendre le pouvoir, c'est-à-dire que faites vos propres créations, en fait, ayez votre propre culture, vos propres références, vos propres univers, sont juste pour vous et vos potes. Je pense aussi que justement, on n'a jamais eu autant d'outils de création, on n'a jamais autant partagé de techniques, on n'a jamais autant le moyen de discuter avec les autres créatifs, les autres créatives. Donc je pense que c'est le moment pour que chacun développe ses petits univers do it yourself, ces petites cosmogonies, ces petites mythologies, ces petits réseaux de symboles. Voilà, il faut pas abdiquer de votre richesse personnelle en fait
parce que sous prétexte que vous seriez dans un monde d'abondance en termes de culture, quoi. En fait, c'est plus que jamais, c'est urgent que vous-même, en fait, vous exprimiez, vous créez votre propre culture, vous échangez vos idées, vous écrivez. Enfin, là, il y a des romans, là, aujourd'hui, il en sort mais 1 milliard à la semaine, mais ça veut rien, c'est pas grave. Sortez votre propre roman, faites votre propre truc. En fait, c'est important que vous conserviez ce dialogue avec vous-même et ce dialogue avec vos proches et avec votre communauté plus éloignée. Et ne soyez pas uniquement. C'est vraiment un moment rêvé pour être créateur en plus que public, quoi. Vraiment, c'est le moment d'y aller. C'est important. Et en fait, quand vous faites ça, vous faites du bien. Et je pense que vous faites du bien à l'humanité en général. Eh ben, c'est un sacré mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec moi. Écoute, ça m'a fait beaucoup d'honneur d'être reçu par toi et puis de répondre à tes questions. Et du coup, je vous dis à une prochaine pour tous ceux qui me suivent. Bye bye.